top pour le montage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi et donc d'Endo Academy. Aujourd'hui, j'accueille un vrai grand de l'industrie, un monsieur qui connaît le terrain comme sa poche. J'ai nommé Olivier Lafarge. Chez lui, on parle sport, musique et endodontie. Oui, parce qu'il a débuté chez MyFair à l'époque du Protépeur, puis il a grimpé tous les échelons, du marketing au labo, de l'implantologie à la direction de Dentsply, jusqu'à devenir directeur général de Dentsply Sirona France en 2014, après la fusion avec Sirona. Olivier, c'est un vrai stratège. Il a mis en place l'organisation ambassadeur et spécialiste pour simplifier la vie du praticien, connecter le consommable, numérique, implant, fauteuil, etc. Un gain de temps, un interlocuteur unique, un vrai chef d'orchestre. Mais ce n'est pas tout, il est aujourd'hui président du Comidan, l'organisation qui représente plus de 160 fabricants et distributeurs d'équipements dentaires en France. Sa mission, poursuivre 2 chantiers prioritaires. Mettre en place une vraie stratégie nationale de santé bucco-dentaire et défendre l'innovation tout en limitant l'impact environnemental. Voilà un homme humble, connecté, orienté solutions et grand coureur. J'ai parlé de grand coureur de course à pied, qui croit fermement que le numérique, ce n'est pas l'avenir, mais c'est déjà le présent. Aujourd'hui, il est également directeur général de la société Itena. Avec Olivier, on va parler de transition digitale, de stratégie industrielle, mais aussi de la vision pour la profession. Bienvenue sur les Gueules du Dentaire d'Olivier. Bonjour Stéphane. Alors Olivier, pour la petite histoire, moi je l'ai connu tout petit, tout petit représentant avec sa mallette chez Dentsply, non chez MyFair à l'époque. Chez MyFair, ouais. C'était pas Dentsply chez encore. MyFair, non. Non, exactement. C'était vraiment le tout début. Ouais. Tu as connu 2 aspirations, toi. L'aspiration de MyFair par Dentsply et l'aspiration de Sirona par Dentsply. C'est ça. et donc, oui, je me souviens très très bien parce que c'était tout au début de mon activité d'enseignant et avec Éric Voimant, Philippe Cambon. Philippe Cambon, Alain Vinet. Et vous étiez 4 sur la route. Je crois que c'est Willy qui t'a recruté, non ? C'est ça, c'est lui. Ça a été la première personne qui, effectivement, à Marseille, et effectivement, m'avait mis dans une petite graine sur la santé et l'intérêt, effectivement, de la dentisterie qui n'a fait que grandir. Ouais. Voilà, et donc, 20 ans après, c'est rapide, hein, en fait, 20 ans sur une carrière de représentant en porte-à-porte jusqu'à la direction générale de Dentsply. Et donc là, depuis un petit peu 7-8 mois, tu as repris la société Itena, c'est ça ? C'est ça, oui, exactement, mais dans un rôle effectivement différent d'associé, et donc effectivement dans un rôle beaucoup. T'es pas directeur général, Non, je suis président associé et CEO dans une entreprise effectivement qui est fabricante et avec lequel j'ai une vraie volonté de transformation, mais on va dire à ma main, puisque voilà, dans un groupe, on va dire un peu plus petit. Il y a plein de choses, mais effectivement d'être un peu plus chez soi et avec quelque chose à taille beaucoup plus humaine. En tout cas, c'est très enrichissant. Et puis, j'apprends tous les jours sur le rôle du chef d'entreprise que toi aussi, je crois que tu connais bien aussi depuis quelques années, et qui est intéressant quand on a tous les tenants et les aboutissants, et puis aussi la possibilité de découvrir aussi des zones que moi, en tout cas, je connaissais moins, puisque Itena distribue dans le monde entier. On a 200 distributeurs dans le monde entier, et donc voilà, je travaille aussi avec tout ce qui est Amérique latine, les US, l'Asie, l'Australie, des zones en tout cas où moi, effectivement, j'avais moins d'action. Oui, parce que quand tu reprends quand même Dentsply fabrique, mais toi, c'est là où l'organisation l'organisation est différente. Mais oui, mais en fait, là, les responsabilités que j'avais chez Dentsply étaient... alors, j'ai eu un peu de fabrication quand on avait l'usine de plâtre qui était en région parisienne, mais qu'on a fermée. Ben oui, mais c'était Odoncia pour ceux qui connaissaient, ou en tout cas qu'on connu, mais les laboratoires connaissaient beaucoup cette marque Odoncia qui faisait des plâtres et des revêtements, mais depuis longtemps, en tout cas, Dentsply Sirona, en tout cas, fabrique plus en France. Il y a une seule usine qui s'appelle RTD, qui fabrique des tenons à Grenoble, mais qui est reliée pas à... Je savais pas que c'était Dentsply. RTD, c'était
comment ils s'appelaient? C'était les tenants composipos, ça, C'est ça, à mais c'est l'époque. toujours. Mais Dentsply les a rachetés il y a, ouais, c'est plus 7-8 ans, je crois. Mais c'était pas rattaché au pays. Et en fait, les pays, en fait, étaient quand même de plus en plus que des organisations commerciales et marketing. Euh, et donc, bah, on n'a pas la main sur la R&D, on n'a pas la main sur la fabrication, en tout cas pas la main, c'est-à-dire qu'on n'a pas des responsabilités. Là, Mhm. aujourd'hui, chez Itena, j'ai une directrice R&D, je suis responsable, j'ai un directeur logistique et fabrication, un directeur développement. Aujourd'hui, j'ai l'ensemble, en tout cas, de tout ce qui touche autour d'Itena de A à Z, voilà, comme si effectivement, bah, comme est aujourd'hui le CEO de Dentsply, mais par contre à une taille, en tout cas moi qui me va beaucoup mieux, Ouais. Qui est plus une taille parce nationale. que je préfère avoir. Aujourd'hui, on est 35 et ça me va très bien. Et donc, effectivement, parce que, alors, on va revenir un peu sur l'évolution, parce que ce qui est marrant, c'est que tu as connu toute cette vie de Dentsply. Et toi, au départ, t'es diplômé d'une école de commerce, je crois. Ouais, alors moi j'ai fait la fac parce que j'ai toujours travaillé en fait en même temps que mes études. J'avais Mhm. un CDI hein, déjà à l'époque puisque j'étais au Crédit Mutuel et j'étais responsable de la plateforme télémarketing du Crédit du Mutuel qui avait vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que les horaires étaient décalés. Donc D'accord. la Ok. journée j'étais en cours. Et en fin d'après-midi et le soir, eh ben, je surveillais mes téléacteurs qui appelaient les clients et les prospects des banques, comme le samedi. Donc, ce qui me permettait, par contre, bah, déjà de découvrir un petit peu le management, de découvrir la vie d'entreprise, mais en réel. Donc, j'appliquais directement ce que j'apprenais en fait Sympa tous les ça. jours. Et C'était ça. donc, à la fac, tu faisais une formation de quoi? Parce que le Alors business à la fac, en fait, c'était. j'ai fait un doc de sciences éco, ensuite j'ai fait une licence en gestion de l'entreprise, une maîtrise banque et finance, et ensuite j'ai fait un dernier cycle en vente, marketing et management. Donc ça, c'était à la fac, donc c'est Mhm. l'équivalent d'un MBA que j'ai fait ensuite par la suite avec Dentsply où il y avait un accord avec Harvard pour faire un programme type MBA via ce qu'eux ils appelaient le GLDP à Harvard, donc beaucoup plus tard. Et c'est assez intéressant, enfin, c'est marrant parce qu'à part effectivement les profs qui changent, on se rend compte que bah, voilà, un MBA finalement où qu'on le fasse, Ouais, tu me diras, le finalement, business. non mais c'est un peu les mêmes, voilà, c'est les mêmes cours et les mêmes thèmes, même si bien sûr les profs d'Harvard sont assez impressionnants quand même en termes Alors, il y a aussi une de différence entre connaissances. enfin, moi j'ai fait un executive MBA à l'EM Lyon, qui était quand même très axé sur l'économie et le business français, européen, mais pas du tout avec une ouverture américaine, si tu veux. Américaine, Et ouais. donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même. Oui, tu as des spécificités, mais tu as un vrai tronc commun, c'est vrai. Déjà, Mais avec les finances, c'est pas les mêmes. Ils présentent pas les ah, bilans de c'est la pas même la même façon. compta. C'est pas la même compta. Effectivement, ils enregistrent pas de la même manière, c'est sûr. Mais c'est important de connaître les deux, effectivement, la compta US et la compta française. Moi, je C'est me important de souviens du connaître cours les de deux. compta, le mec. Normalement, je lui dis, mais vous parlez des bidas, mais c'est pas le BE. Il me dit, ah. Oh putain, il dit déjà que j'aime pas ça, mais alors là, si tu commences à m'en foutre. Euh. Et donc, ok, donc tu sors de la fac et donc t'es Et sur là, je tes sors de la télémarketing. fac et en fait, bah, je cherche du travail. Mais t'en Après, avais déjà un. oui, mais disons que Tu veux travailler la journée après. voilà, je voulais travailler la journée en plus. Et effectivement, à l'époque, j'avais deux choix. Soit partir pour un gros groupe, Danone, et puis j'avais répondu sur Internet à une annonce, MyFair, démonstrateur. Et donc j'avais rencontré Willy, et il faut dire quand même que voilà, Willy, qui est toujours aujourd'hui, en tout cas, une personne avec qui j'échange beaucoup, et donc qui est un très bon vendeur, m'avait Ouais. effectivement bien convaincu du poste et de l'intérêt. Et puis Un voilà, Libanais. voilà exactement, et on s'est très bien entendu. Et puis je me suis dit, bah, je me vois bien apprendre en tout cas avec lui. Et j'ai eu cette chance-là parce qu'au-delà de plein de choses, il m'a surtout beaucoup appris techniquement, parce que c'est quand même Mm. une chance bah, à des personnes comme Willy, comme toi, de vous côtoyer. Bah, on apprend, voilà, Mm, mm, mm. on apprend tellement. Et c'est vrai que les premières semaines et les mois de formation, je sais pas si ça existe encore des formations comme on a Non. eu, mais moi je me rappellerai toujours la première fois que j'ai tapé.
à la porte d'un cabinet. Ah, mais c'est impressionnant quand tu connais Mm. pas. Et tu te dis, waouh, il y a une petite appréhension, un peu comme Mm. on est quand sur le départ d'une course ou à un concert. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je savais, bon, elle m'écoutait quand même de manière hyper attentive. Bon, j'avais peut-être de la chance, c'est sûr, je lui parlais de rotation continue, et il y avait peu qu'on avait entendu parler à cette époque-là, dans les années 2000. Mais quand même, et donc ça m'a effectivement, c'était intéressant, et puis voilà, c'était parti. Et Lando, qui restera toujours de toute façon pour moi quelque chose qui fait partie de moi, avec une entreprise en plus assez incroyable, Mm. à Balègue. Mais c'était en fait, c'est ce qui est très impressionnant. Nous, on se rend pas compte parce que il y a un moment où Endo Boutique s'est développé. Je dis tiens, je vais recruter des commerciales. Et en fait, tu te rends compte que pour former des commerciales à Lando, c'est une niche dans une niche dans une niche. C'est-à-dire la première niche, c'est les dentistes. La deuxième niche, c'est la dentisterie. Et la troisième niche, c'est Lando dans la dentisterie. Il y a un vocabulaire. Et puis, ce qui est difficile, et Dentsply, enfin MyFair avait la même difficulté à l'époque, c'est que quand tu te veux expert ou un commerce d'expertise, tu peux pas être dans l'à peu près au niveau du commercial. Et c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai 3 filles qui font ça, qui sont commerciales, et, euh, et je me mets à leur place. Enfin, des fois, j'ai de la peine en me disant, les pauvres, comment elles peuvent, voilà. Et c'est ça qui est difficile. C'est quand tu es sur un truc une plateforme qui est très diversifiée. Bon, tu peux être à peu près, bon, tu peux confondre les élastomères, tous les machins. Mais en endo, quand il faut que tu parles de conicité, quelle est la différence par rapport à la concurrence, et que tu sais qu'en face, tu as quand même du lourd parce que chez Dentsply, ils connaissent quand même leur job, chez Microméga, etc. Donc, ouais, c'est un job. Moi, je me mets à la place des commerciales. Elles souffrent un peu des fois quand même. Hein. Elles souffrent Ah un oui, peu. c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Moi, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, à part conduire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai assez vite changé, parce que je faisais vraiment trop de kilomètres et j'aime pas trop conduire. Par contre, c'est aussi quand même, c'est un des métiers, je pense, les plus difficiles du monde, même s'il est souvent jalousé parce qu'on se dit qu'on a de la liberté, parce qu'on fait plein de choses. Mais d'un autre côté, c'est un métier quand même tellement enrichissant dans les rencontres, dans les échanges, que franchement, et puis apprendre et avoir la chance de faire ce métier-là, et puis après avoir des fonctions autres, Mmh. on s'en rappelle toujours. Donc forcément, c'est toujours très très enrichissant quand même d'avoir été quand même en direct face aux clients, parce que même si quand on gère beaucoup de personnes, parfois on oublie, et je pense que d'ailleurs les personnes qui m'écouteront se diront, et ont sûrement dit, mais voilà, il est éloigné du terrain, il comprend plus rien, mais quand même, parce que ça bouge beaucoup, mais d'avoir eu la chance quand même d'y avoir été, d'avoir été confronté à tout type de clients, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est vrai, même si parfois on est en difficulté, parfois il y a des clients quand même qui sont aussi voilà, adorables aussi, et qui sont vraiment dans la bienveillance aussi pour nous faire grandir. Et je trouve que c'est un vrai échange aussi Mais entre c'est pour ça que clients, quoi. c'est vraiment des métiers, c'est vraiment des métiers sur le long cours. C'est-à-dire, tu t'engages pas là-dedans pendant un an. Enfin, tu fais pas le saut de puce. Souvent, les commerciaux qui vendent des fenêtres, bon, bah, un jour ils vendent des fenêtres, après ils vendent des portes de garage. Là, dans le dentaire, quand tu y es dedans, bah, t'es installé en fait, et tu acquiers de la compétence, et tu te rends compte que les bons commerciaux sont chassés. Voilà, c'est vraiment une économie. Et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant, que j'ai appris à connaître là, et c'est assez intéressant. Et je pense qu'il y a la même chose en implantologie, peut-être moins On en a plein, prothèse. là, c'est tout là où c'est très technique. Effectivement, je crois que tu as Mm. cité deux autres domaines où c'est vraiment la même chose. L'implantologie, où, voilà, où Mm. les très bons commerciaux en implantologie, ils sont plus que chassés. Et en prothèse aussi, où ça reste quand même très technique aussi. Ça, Ouais, c'est sûr. avec tout ce qui est numérique. Mais Ouais. avant, bon, les matériaux d'empreinte, c'est excité personne. Les tenons, Non, les non, non, trucs, non. ouais. Ouais, ouais, mais après, alors, prothèse, oui, ou restauration, mais c'est vrai que dès qu'effectivement on arrive quand même à parler matériaux, parce qu'effectivement il y a le numérique, mais déjà de connaître les différents matériaux, de pouvoir les expliquer et de Mm. pouvoir les conseiller, parfois on rentre quand même dans de la technicité qui peut Oui, être mais importante. ça a apparu avec le digital il y a 7 8 ans. Mais avant, Oui, oui, non, t'as raison. euh, Oui, oui, c'est vrai avant, qu'avec le digital, surtout, mais le digital, parce que assez vite, moi, je suis passé sur le labo, et donc, quand Dentsply avait repris Degussa,
et on commercialisait de la zircone déjà à l'époque. Et moi, je me rappelle des formations sur la zircone où on les expliquait une zircone 3Y, 4Y, 5Y, les différentes molécules, pourquoi la poudre, si on la compactait comme ça, à l'arrivée, ça faisait vraiment cette différence-là en termes de qualité et d'ajustage. Il y a beaucoup de chimie aussi quand même dans les matériaux, qui était aussi assez passionnant aussi pour moi, en tout cas, à apprendre, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à cette histoire de recrutement, c'est que je me souviens avoir, parce que moi je suis coaché au niveau business et j'avais dit, ok, comment je recrute? Est-ce que je recrute un commercial qui connaît les forces, qui connaît les façons de vendre, en fait, des forces de vente, et je le forme à l'endo, et je sais que là j'en prends pour 1 an, ou est-ce que je prends globalement, est-ce que je vais pas chercher des dentistes, tu vois, qui n'ont pas le droit d'exercer et tu les transformes en commerciaux? Bon. Et en fait, j'ai fait la première solution parce que je dis bon, former des gens à l'endo, je vais savoir, les former à la vente et au business, je suis pas sûr que ce soit dans mes compétences, même pas du tout. Et donc voilà, donc c'est pour ça. Mais c'est un choix. Toi, tu t'en arrives à tellement de technicité que tu te dis voilà, est-ce qu'il faut mieux pas prendre des techniciens que tu formes à la vente plutôt que de former des gens, des vendeurs aux produits. Et c'est compliqué, hein. C'est vraiment. Après, par expérience, parce qu'on en a beaucoup des dentistes qui peuvent pas exercer, qui postulent à différents postes dans les entreprises. Alors, bien sûr, tout est possible, hein, mais c'est vrai que souvent leur technicité fait qu'ils en oublient de vendre parfois. Et donc ça, le danger pour quand on a trop de technique, d'ailleurs, qu'on soit dentiste ou pas dentiste, on oublie de vendre. Par contre, sur des fonctions, moi je le vois aujourd'hui chez Itena en R&D. En R&D, par contre, c'est très intéressant d'avoir ce type de profil, parce que, par contre, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Bah, ça t'évite surtout de te fourvoyer dans des trucs qui te paraissent. Un dentiste, très vite, il va te dire bah, ça, on n'a rien à foutre. Ouais, exactement. Moi, je me souviens d'avoir participé au développement de matériaux où le matériau était exceptionnel, mais il fallait qu'il soit manipulé avec moins de 10% d'humidité. Je dis, mec, travaille dans la bouche, quoi. C'est compliqué. Si on dessèche le patient avant il va falloir réhydrater derrière. Et le mec, il comprenait pas. Il dit, ouais, non, mais de toute façon, il va falloir trouver une solution. Je dis, ok, mais même la digue, si tu veux, c'était 10% d'humidité. Je me souviens, mais c'était lunaire. C'était lunaire. Mais je me souviens aussi avoir rencontré à l'époque où il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, de Dentsply, il y avait les microscopes. Le microscope était quelque chose de très. C'était lunaire encore pour beaucoup. Qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, etc. Et les mecs voulaient inventer une caméra qui rentrait dans les canaux. Et je lui dis, je me souviens d'avoir assisté à des réunions où les mecs ils disent, mais quelle est la taille de la caméra? Oh, bah, on est dans le millimétrique. Le mec, je lui dis, bah, en fait, millimétrique, il n'y a plus dedans, en fait. Et tu vois, c'était assez drôle. Le concept était intéressant, si tu veux, mais de voir l'ingénieur qui était à milieu de penser que tu ne pouvais pas descendre un truc de moins d'1 millimètre dans un organe, humain. Quoi. Et il me dit non, mais dans l'immature. Je dis, dans l'immature, on n'a pas besoin, en fait. Tu vois très bien. Donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, à ces postes-là, d'avoir quelqu'un qui a eu les mains dedans, enfin qui connaît bien les choses, ça peut t'éviter de partir dans des conneries. Quoi. Donc après ta fac, donc tu rentres chez MyFair. Donc c'est juste pour ceux qui. Donc tu as connu Philippe Guettier alors. Oui. Ouais. Simfra, parce que c'était l'époque. C'était vraiment la tout début. Moi j'ai connu l'acquisition. En fait, Dentsply venait d'acheter, mais tu vois, c'était vraiment la transition, quoi. Ouais. Donc juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, hein, MyFair était une boîte suisse et qui avait une filiale en France qui s'appelait Simfra, qui avait été créée par le père de Philippe Guettier. Et Philippe Guettier a repris la suite. Et au moment où il reprend la suite, enfin je connais pas les dates exactes, mais c'est à peu près à ce moment-là, Dentsply fait l'acquisition de MyFair. Et donc lui, il repart au siège en Suisse. Et Dentsply donc met une direction en France, une direction générale en France. Et il n'y a pas que MyFair maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait Dentsply, c'est là où en fait ça devenait une nébuleuse avec la conservatrice, de la paro, de la chire, de l'implantologie. Et à ce moment-là, Dentsply se met à racheter beaucoup de boîtes quand même. Mais il y a une transition, parce que je pense qu'ils étaient rue Maubeuge. Rue de Maubeuge. Avant,
ils étaient déjà Densplay quand ils étaient rue de Maubeuge et ils ont été transférés après Alors, à Montigny. il faudra demander à Willy, parce que lui, il connaît Ouais. vraiment très très bien Parce que l'histoire. Willy était rue de Maubeuge. Hein. Willy a été rue de Maubeuge, Ouais. avec, comment il s'appelle? J'adore, le mec qui fait les... Laurent. Lui, c'est mon préféré. Ouais. Je sais qu'en plus, il va écouter. Je pense qu'il est encore. Là, ça fait longtemps que je il est l'ai toujours. vu, mais je pense qu'il est encore chez Densplay. Il y est toujours, et j'adore ce mec. Ouais. Et, Ouais. et donc, effectivement, il me racontait avec les fiches, les trucs, avec Josiane. Et Josiane Ponce. Donc ça, c'était quand même le truc. Effectivement, tu as raison, il y a eu une transition, et ensuite, ils ont déménagé à Montigny. Saint-Quentin-en-Yvelines après, à Montigny. Ouais. Montigny, la rue d'en face et après la rue de l'autre côté. Et donc, à ce moment-là, lui, Philippe, part au siège en Suisse, je crois, et puis c'est là qu'il rencontre sa femme et il décide de partir au Vietnam. Et je n'arrive pas à voir Philippe Guettier sur mon podcast, je suis sûr qu'il va écouter là, et il sait que je tiens à l'avoir un jour et je ne craquerai pas. Il y en a quelques-uns comme ça. C'est moi, il faut aller au Vietnam. Il aime pas parler de lui, mais c'est dommage parce que lui, c'est un truc. Oui, et ça serait effectivement très intéressant pour tout le monde de l'écouter, ça c'est sûr. Ah oui, parce que lui, c'est la force tranquille, à la fois très tranquille, à la fois très très force, quoi. Ouais. Oui, parce que ce qu'il a constitué et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Incroyable. Et donc voilà. Et donc, toi, à ce moment-là, tu es quoi? Tu es sur la route encore? Moi, je suis démonstrateur. J'ai tout le sud-est parce que j'habite Lyon à l'époque. D'accord. Et à l'époque, j'avais un enfant. J'allais être papa pour la deuxième fois, pile à ce moment-là. D'ailleurs, grâce à MyFair, j'ai une anecdote. J'ai failli louper l'accouchement de mon premier fils. J'avais tout le sud-est en dessous de Lyon, Valence, de Nice à presque Perpignan. À l'époque, l'objectif, c'était effectivement de travailler avec Philippe Cambon en binôme pour développer la région, parce qu'on faisait énormément de formations avec le lancement du ProTaper et la rotation continue, qui n'était pas très connu, on va dire, et donc effectivement des TP à n'en plus finir et des accompagnements à faire. Mais voilà, ce qui était, on va dire aussi une chance parce qu'on arrivait sur une rupture technologique, on était quand même très écouté, et puis sur un produit et une gamme qui était incroyable, quoi. Donc voilà, j'ai fait c'était alors parce que c'est 2016 le lancement de la rotation continue. Il y avait 3 systèmes Profile, Quantec et Hero 642. Donc là, ça a été, au début, les gens n'y croient pas, et le ProTaper a vraiment propulsé la rotation continue. Les gens ont commencé à s'y intéresser, alors que c'était assez drôle parce que, quand tu y penses bien, le ProTaper était tellement technique et opérateur dépendant que c'est cet instrument qui était une Ferrari qui a développé l'automobile en endo. C'était et moi, je me souviens d'un jour, Pierre Machetou qui me dit, Stéphane, je pense qu'en fait, cet instrument n'est pas fait pour tout le monde. Mais il ne faut pas le dire. Parce qu'on n'était pas sur le Gold, on était sur les premiers ProTaper. Oui, bien sûr. Mais ce concept, je pense que le ProTaper reste, à mon avis, je ne sais pas si c'est toujours le premier, mais vraiment un produit. Tout le monde te parle de ProTaper. Je pense que dans le dentaire, c'est vraiment, ça a été une success story quand même assez incroyable. Toujours, même si effectivement l'endo maintenant est un peu plus partagée et différente effectivement, en tout cas pour les produits MyFair que à l'époque. Ouais, c'est aujourd'hui ProTaper reste à mon avis un des instruments les plus utilisés en endo, ça c'est sûr. Et ce qui est assez c'est-à-dire c'est le plus copié. Quand tu regardes Edgendo, ils sont allés copier le ProTaper. Là, j'ai vu que Dexter avait lancé sa gamme donc avec un low cost il reste sur la copie du ProTaper. Ça reste une référence comme Frigidaire. Toi, c'est ça qui est très intéressant. Puis même la réciprocité qui a beaucoup d'intérêt. Finalement, on remarque que la plupart des marques ou des groupes ont une solution en réciprocité, une solution en rotation continue. Il y a quand même pas de groupe où c'est rare d'avoir qu'une seule solution, pour un groupe en tout cas qui est spécialiste en endo. Après, tu as des niches dans les niches, tu vois, par exemple Plan B de Buchanan aux États-Unis, lui, il est resté, ils sont focalisés vraiment sur le minimalement invasif, avec des conicités jusqu'à 3%, toi, en finition, mais eux, ils sont pas partis sur la réciprocité. Mais parce que, en gros, quand tu regardes bien, quel est l'avantage de la réciprocité? Tu as deux avantages majeurs. C'est limiter le risque de fracture, et ça c'est vrai. Et puis le deuxième, c'est diminuer le nombre d'instruments dans la séquence. Et quand sur des instruments de rotation continue, tu arrives à avoir des séquences à 1 ou 2 instruments,
finalement, toi, tu trouves déjà, tu as perdu un des avantages de la réciprocité. Et souvent, les gens, c'est ça qu'ils voient. C'est pas le risque de la fracture. Parce que de toute façon, un instrument, si tu appuies dessus, rotation continue, réciprocité, il pètera. Mais c'est assez intéressant. Et à ce moment-là, effectivement, quand on lance le ProTaper, quand Densplay lance le ProTaper, donc ils font des cours partout. On était un paquet d'opinion leaders. Je me souviens, c'était incroyable. On faisait des TP je me souviens, à la SOP, il y avait 150 personnes. C'était un truc de fou. Enfin, moi j'ai en mémoire, même plus, je me rappelle le nombre de moteurs qu'on installait à la SOP, c'était incroyable. Je me souviens, Daniel, il rameutait, Daniel Nob, il recrutait tous les moteurs de Suisse, de machin. C'était incroyable. En plus, c'est là où Densplay sort les fameux kits. Les petits kits, les petites boîtes, là. Ça, c'était du perto tout craché. Et voilà. Et puis, à l'époque, il n'y a pas de concurrence, en fait, parce qu'il y a des soi-disant brevets. Je pense que si tu grattais non, il n'y a pas de concurrence. Après, moi, quand je suis arrivé, vraiment, Microméga était quand même partout, parce que je pense qu'ils étaient leaders avec le 642. Ils étaient leaders à l'époque, avec le 642, et on était confrontés quand même tout le temps. Et c'est vrai que le ProTaper, en tout cas, leur a fait en tout cas très mal, ça c'est sûr. Le ProTaper a inversé la fin. Quand la rotation continue se lance entre le Profile, où c'était Patrice Bellien, Jean-Yves Cochet, Willy Pertot qui en parlaient beaucoup. En face, tu avais le Hero 6K2, c'était Paul Calas, essentiellement, puisque Jean-Philippe Mallet existe, je ne le connaissais pas à l'époque. Et en face, tu avais Catherine Ritchie et Anne Kless qui étaient sur le Cantec. Et je me souviens, c'était des conférences, 3 fois 1 heure, tu avais les 3, et derrière, c'était les TP, les machins, etc. Et le ProTaper a rabattu complètement les cartes. À ce moment-là, Pierre sort des fourrés en disant « Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et là, le coup de Densplay d'avoir pris Pierre Machsou, John West et Cliff Rodel, c'était un bon coup, bon coup sympa. Ah oui, nous qui sommes entrepreneurs, en tout cas MyFair, c'est quand même une entreprise en tout cas qui est... Parce qu'à l'époque, c'était... Qui faisait 0 erreur pendant il y avait Pierre-Luc Maillefer, alors que Pierre Machtou travaillait avec Maillefer depuis tout le temps, en fait. Il avait fait les fouloirs, il avait fait... c'était assez marrant. Et donc, à quel moment, toi, donc Densplay rachète Maillefer à ce moment-là, donc ça s'appelait Densplay Maillefer. Sirona, c'est bien plus tard. Ah oui, Sirona, c'est 2017. 2017, enfin tu dois mieux savoir que moi d'ailleurs. Et donc, entre-temps, comment tu passes de représentant sur site donc tu dis que tu passes par la phase labo, tu te fais recruter au niveau de labo. En fait, avec Willy, c'est Willy dans une discussion et puis dans tous les process puisqu'on avait rejoint Densplay, donc des gros groupes sur bilan à la fin de l'année. Il était très content de moi, mais il me dit je sais pas, tu vas finir par t'ennuyer. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et, moi, je suis curieux et à l'époque, en plus, j'avais 25 ans de moins, donc j'avais envie d'un peu de tout faire. J'avais toujours voulu, en tout cas, avoir une expertise marketing aussi. Et il me dit, il y a un poste de chef de produit à l'époque, Degussa venait un peu comme MyFair venait de, je me rappelle plus, c'était déjà Densplay mais depuis pas très longtemps, donc Degussa avait été racheté par Densplay et donc il lançait la gamme Labo en France. Okay. Et d'ailleurs, à l'époque, puisqu'on était deux issus on va dire du Bercail en dos, parce que c'est Eric Voiman qui avait été nommé au labo, à la direction du labo à l'époque, et donc on a travaillé ensemble, moi au marketing et lui est sur la direction commerciale. Et donc il m'avait proposé ça, donc c'était un challenge. Le point entre guillemets à l'époque pour moi négatif en tant que Lyonnais, c'était Paris. Donc voilà, j'avais juré à ma femme que ça ne serait que pas plus de 5 ans. Voilà, on y est encore, mais bon. Mais voilà, parce qu'après effectivement ça s'est enchaîné et j'ai eu cette chance-là de rentrer en fait au labo au marketing. Et puis Eric Vohaman, assez rapidement, est parti chez BNR. Oui, parti chez BNR. Ouais. C'est pour ça que je ne connaissais pas son passage. Je me souviens qu'Eric était... Ça n'a pas duré longtemps, ce qui fait que moi, mon poste pour lequel je suis monté à Paris, je pense que j'ai fait à peu près moins de 2 ans sur MyFair.
moins d'un an sur à peu près, ou un an et demi sur le marketing labo. Et puis après, en fait, quand Eric est parti, on m'a proposé de prendre sa place avec un rôle de direction du laboratoire. Et donc, ça a été, on va dire, mon premier, on va dire, poste de management et de responsabilité de business. Et c'est là d'ailleurs que j'avais la responsabilité de l'usine d'Evry, d'Ivry-sur-Seine, de plâtre Audencia, de plâtre et de revêtement, qui faisait partie du groupe. Et donc voilà, donc ça j'ai fait ça pendant un petit, à peu près pareil, un an ou 2 ans. Mais ça m'a beaucoup appris parce que tu parlais du numérique tout à l'heure. À l'époque, c'était les premières machines d'usinage, les premiers scanners, les scanners numériques. Donc voilà, c'était aussi passionnant. Et puis j'ai découvert tout l'environnement de la prothèse et des passionnés les passionnés que sont les prothésistes, avec lesquels franchement aussi j'ai beaucoup appris. J'ai adoré effectivement cette étape aussi de laboratoire, parce que voilà, c'est technique, il y a beaucoup d'humilité dans la prothèse parce que c'est compliqué, et puis c'est des artistes aussi parce qu'à l'époque les céramistes en tout cas étaient, c'est des vrais artistes, donc moi ça m'impressionnait. Et puis le numérique effectivement est arrivé et a commencé à transformer, même si ça s'est développé quand même assez doucement à l'époque, notre environnement et les procédures cliniques qui étaient liées, quoi. Et donc, c'est à quel moment que tu pars faire ton MBA alors? C'est après? Alors là, c'est beaucoup plus tard parce que ensuite, il y avait Friadan, donc c'était les implants de Degussa, parce qu'en fait, il y avait Degussa qui faisait de la prothèse et qui vendait des implants en kilos, et puis il y avait Friatech qui vendait le Xive, mais qui était séparé à l'époque, parce qu'avant que les groupes, en tout cas, ils rachètent et avant qu'ils s'organisent bien ou moins bien d'ailleurs, parfois ça prend du temps. Et là à l'époque, pareil, Friadan qui était à Nemours à l'époque, le dirigeant de l'époque en tout cas s'en va, et à l'époque on me donne la responsabilité de l'implant avec le labo. Donc là, je découvre le milieu de l'implantologie, qui est aussi hyper technique, un domaine que j'ai adoré, avec aussi un écosystème et un environnement bien à lui, et puis aussi avec deux grosses à l'époque, le Xive et Ankylos, qui étaient deux implants en tout cas très importants dans le monde, avec des zones d'influence un peu différentes en France. Là, je suis en train de me dire quand est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait plus tard. En fait, je l'ai fait parce qu'à l'époque, juste après, en fait, on rachète Astra. Et on rachète Astra, et là, Dentsply décide de reséparer l'implant. Ok. De la sortie de la phase du labo. Non, de la sortie de tout. À l'époque, il y avait une directrice générale. À l'époque, je pense que c'est Valérie Bachet, la directrice générale. Très bien, ouais. Et à l'époque, il décide de séparer l'implant de tout le reste, donc de la prévention, de la resto, de l'endo, du labo, etc. Et donc de garder Dentsply France, puisque Sirona n'était pas encore là, et d'avoir un Dentsply implant France. Ok. Et Valérie Bachet, Valérie, elle est à ce moment-là, elle est directrice. Elle est directrice générale juste avant la séparation. Juste avant le fait qu'ils décident de séparer. D'accord. Les implants du reste. Et moi, à l'époque, j'ai deux choix. Soit effectivement partir sur l'implant, et donc avoir tous les implants plus les implants Astra, soit rester sur Dentsply France. À l'époque, puisque donc Valérie Bachet était directrice générale à l'époque, donc de continuer à travailler avec Valérie, avec un rôle de directeur marketing global, donc sur l'ensemble des autres spécialités,
avec une mission internationale de lancer le site e-commerce pour Dentsply à l'époque. Et donc voilà. Et ensuite, Valérie part assez vite. Elle part en Asie, elle. Voilà, elle part en Asie et c'est Marcus. Alors d'abord, voilà, il y avait Rudy Lehner. Je sais pas si c'est des noms qui te parlent. Il a duré ça longtemps. Voilà, Johannes Draxler. Voilà, et donc lui, ça me différentes parle. personnes. Ils trouvent pas en fait de remplaçant. Marcus Boringer arrive parce que voilà, ça avait bougé en haut et donc la responsabilité du pays. Et puis un jour, Marcus, il me dit, bah voilà, là il y a un Canadien qui devait venir, puis bah finalement, il va pas venir. Tu veux pas prendre le poste? Entre le café. Mais un peu comme ça, mais Marcus, qui est quelqu'un que je vois beaucoup, qui est aujourd'hui CEO d'Actéon, avec qui j'ai encore beaucoup de relations, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Mais il est comme ça. Il est effectivement voilà, sans prise de tête, et c'est un peu comme ça, comme si on était là, il dit bah tiens, pourquoi tu prends pas le poste? S'il a pas prise de tête, il va avoir du boulot chez Actéon, là. Il va devoir construire. Et là, à l'époque, et c'est pile à ce moment-là, Dentsply, dans cette transformation, et donc voilà, avait créé ce qu'ils appelaient ils avaient créé un accord avec Harvard et ils envoyaient un groupe de 20 personnes chaque année pour faire un type MBA à Harvard. Voilà, donc c'était à distance, et puis on est allé aux États-Unis, alors pas tant que ça, peut-être 4 fois je crois, mais il y avait c'était beaucoup quand même en distanciel à l'époque, mais ce qui est très bien fait parce que le système d'Harvard de cours, il est assez incroyable. Enfin en tout cas moi à l'époque je me rappelle, ça m'impressionnait, ils nous changeaient de salle virtuellement, ils nous remettaient ensemble. Enfin c'était à l'époque, maintenant ça paraît assez courant, mais en 2014 ça ne l'était pas. Et donc voilà comment je l'ai fait. Donc moi j'étais pile la transition, c'est-à-dire que j'étais un des seuls d'ailleurs, parce que la plupart des personnes de Dentsply qui y allaient, c'est parce qu'ils allaient être promus. Et en fait moi j'avais déjà été nommé directeur général en fait avant en fait, de le faire. Et en fait je l'ai fait les premiers mois putain, ça doit être chaud quand même à ce moment-là. De ma direction générale. Ouais. Alors c'était chaud, surtout que à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, et ils me l'avaient pas forcément dit, mais vu qu'on se dit tout dans ce podcast, 6 mois après ma nomination, on m'annonce effectivement qu'il y a un projet de restructuration. Et non, pas Sirona encore, mais à l'époque justement, rappelle-toi, l'implant était séparé. Ouais. Et là, ils disent, bah, finalement, l'implant, l'urologie, en fait, on va tout mettre ensemble. Ça s'appelle le projet One. Bah, c'est les groupes comme BCG, McKinsey, hein, tu sais, qui vendent quand même plein de choses aux grands groupes. Et là, on me dit, bah, globalement, bah, il faut tout mettre au même endroit. Et globalement, bah, il faut faire un projet One. À l'époque, ça s'appelait le projet One. Donc voilà, moi, j'avais jamais été général, mais j'avais jamais géré de restructuration non plus. Et là, Alain Vinet m'avait expliqué que vous aviez des cours sur les sondes les sondes pour les tétraplégiques, pour que les mecs se fassent uriner. Il y avait des sondes ou des trucs comme ça. Oui, parce que quand on a racheté Astra, on a racheté l'implant. Et on a racheté Wellspect, la partie urologie. Donc on avait effectivement des sondes urinaires qu'on a rapatriées. Et donc quand j'ai été directeur général, après le projet, j'avais la responsabilité de tout le dentaire, incluant l'implant, plus la partie urologie. Putain. Et là, c'était effectivement une grosse structure. Et là, bah, j'ai appris beaucoup en social, en restructuration, mais ça a été surtout aussi beaucoup de nuits blanches, puisque pour créer le projet, je crois que je me rappellerai toute ma vie, on avait été enfermés dans un hôtel pendant 5 jours, nuit et jour pratiquement, puisqu'on devait rendre notre projet en 1 semaine. Putain. Et vous l'avez fait, hein. Et oui, non, mais après on apprend aussi beaucoup là-dessus sur aussi parfois l'urgence, tu vois, quand tu crées quelque chose ou que tu veux mettre en place une stratégie, on le sait tous, on pourrait y passer 6 mois, 1 an si on nous donne 1 an. Là, on nous dit bah on te donne 3 jours pour faire un travail de fou. Voilà, bah ça en est là où ça en est, mais en tout cas c'est vrai que c'est des souvenirs qui marquent parce que ça avait été une période en tout cas extrêmement intense et puis très difficile parce que comme tu l'as dit au tout début, bah moi je suis issu du tout début, donc tu parlais de Josiane Ponce, voilà, moi je connaissais tout le monde, donc c'est pas simple de gérer de tels projets quand on a
un côté humain, en tout cas, je pense que j'ai aussi, et puis bah forcément de l'affection aussi pour plein de personnes. Donc c'était une période en tout cas sur laquelle j'ai dû prendre beaucoup sur moi-même. Ouais. Mais c'est là effectivement que le lien avec Harvard en tout cas c'est fait. Ok. Et donc, à ce moment-là, toi, tu reprends, donc tu commences par des licenciements, en fait, en gros, par un plan de 45 licenciement. Ouais. 45 postes ouais, supprimés. Ouais, vache. Et sur combien en France? Alors c'est une bonne question. Tu vois, à l'époque, j'étais très 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 bon quand il y avait les syndicats et les comités et les CSE. C'était en quelle Je année, ça? C'est 2015. Alors, je me rappellerai toujours, c'était janvier 2015 en tout cas, quand moi j'ai commencé à travailler dessus et on l'a annoncé aux salariés. Donc c'était vraiment, on va dire, avant, on a mis 6 mois de préparation, donc c'était en juillet qu'on l'a annoncé. Ouais. C'est marrant, parce que tu sais que ma conjointe, Camille, était inspectrice du travail du côté de Montigny-Bordonneux, là-bas. Ouais. Mais j'étais allé les voir, après on s'entendait très bien. Après, Mais elle n'était franchement, plus, à ce moment-là, en 2015, elle n'y était plus. franchement aujourd'hui, avec le recul, et peut-être qu'il y en a plein qui ne le pensent pas, mais moi j'ai toujours essayé de faire quand même au mieux C'était fait proprement, ouais. pour les équipes. Et moi je sais que j'avais dit, on peut faire des changements, mais il faut les faire bien, et en tout cas dans le respect des personnes au maximum. Il peut avoir des restructurations dans une entreprise, ça peut arriver. L'important, c'est de le faire correctement, avec un bon dialogue, et puis de le faire aussi en y mettant les moyens. Et en accompagnant au mieux. Donc c'est pour ça que tous les partenaires sociaux, l'inspection du travail et l'ensemble des interlocuteurs qu'on a eus ont quand même vraiment vu aussi qu'on avait une démarche quand même Ouais. qui Non, était après, si tu veux, c'est dans c'était bien. ce qui est toujours, moi je me souviens, ce qui frappait les gens, enfin, le peu de gens que je connaissais qui avaient été remerciés, enfin, ou les choses, ou départ en retraite anticipée, en fait, ce qui était difficile à comprendre pour eux, c'est que l'action montait en bourse, en leur disant, regardez, les résultats ont augmenté de 20%, mais on va se séparer de vous. Tu vois, en fait, je pense que, et c'est incompréhensible des deux côtés, c'est que toi, tu sais que tu travailles sur l'avenir, eux, ils travaillent sur le présent parce que c'est leur salaire et c'est ce qui remplit leur frigo. Ouais, c'est sûr. Après, en tout cas, c'est sûr. Après, Dentsply, mais on l'a vu bien plus tard, et je pense que Sirona a été très compliqué, parce que je pense que Dentsply n'est pas une entreprise qui savait très bien intégrer les entreprises. Et puis là, d'un seul coup, de vouloir dire, bah voilà, il n'y a plus qu'un bureau, voilà, on met toutes les entités légales de Dentsply en France au même endroit. C'est sûr que c'était, ouais, mais forcément, après, quand c'est le cas, bah, forcément, il y a plein de postes Qui sautent, ouais, ouais. C'est qui les ont effets, moins mais d'intérêt. Mais oui, je suis d'accord, après, financièrement, mais regarde aujourd'hui l'action de Dentsply, euh, on n'est pas en parfois, forme, hein. ouais, non, mais parfois, est-ce que l'action est toujours un bon indicateur? Parce qu'à l'époque, en tout cas, l'action, en tout cas, s'est plutôt bien portée, effectivement, quelques Ah bah années oui. après, Ah bah, jusqu'à la fusion avec et ce qu'il a fait Sirona, avec Sirona. où là, les problèmes ont commencé. Ouais. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, des investisseurs qui ont des actions en bourse, eux, ils adorent les plans de licenciement parce que ces restructurations te fait des effets des économies on Ouais, appelle mais ça alors après, oui, mais c'est vrai, et on l'a beaucoup vu, Dentsply a beaucoup fait de plans pour réduire ses coûts, mais après, d'un autre côté, il faut pas oublier la croissance et l'innovation. C'est-à-dire que c'est bien la bottom line, mais la top line, c'est quand même super important aussi. Et si t'as pas un bon mix, et si on regarde d'ailleurs, le chiffre d'affaires hein, ne fait que baisser, parce que aussi derrière, il faut qu'il soit soutenu en innovation. On parlait d'Endo. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont toujours été Dentsply en avance en endo parce qu'ils innovaient, parce qu'il y avait une R&D forte, parce qu'il y avait une vraie volonté avec Daniel Nobs d'accompagner aussi bah, les leaders d'opinion. C'est vrai qu'il y a de faire des économies dans tout, parce que c'était pas que là-dedans, mais c'était aussi en R&D. Je pense que les budgets R&D aussi ont été beaucoup coupés. Ouais, mais À l'arrivée, c'est pas forcément. en fait, il y avait un truc, avec Dentsply et MyFair, c'est que, et moi je le savais parce qu'à l'époque je travaillais beaucoup avec Daniel et je revenais d'Angleterre, enfin il y avait des projets, etc. Et avant la fusion avec Sirona, c'est qu'il y avait, tu vois, moi, cette restructuration de Dentsply à l'époque, j'ai dû en entendre parler, mais ça m'a pas marqué parce qu'il y avait encore ces divisions en dos
où on écoutait les gens. C'est-à-dire qu'ils nous posaient des questions et globalement, ils faisaient pas des questionnaires ou des sondages pour faire des sondages, et vraiment, ils allaient chercher de l'information, de quoi vous avez besoin, etc., etc. Bon. Moi, j'ai jamais eu de contrat avec Dentsply, j'ai jamais été payé par Dentsply. Enfin, voilà. Mais par contre, on me posait des questions, je répondais, ça me plaisait parce que j'ai l'impression que je jouais mon rôle. Et puis, quand on arrivait au meeting au PL, bah, on sentait que ça avait servi à quelque chose. Il y a eu vraiment, vraiment un revirement après, où finalement, au moment de Sirona, la fusion avec Sirona, donc on va en parler parce que toi tu l'as vécu de l'intérieur, mais on a l'impression qu'en fait l'endo c'était de dire putain ça c'est la vache à lait, continuez à vendre, vous avez une expertise là-dedans, par contre on investit tout sur le numérique et sur les fauteuils. Et c'est là où je pense que les choses ont commencé à ne plus être comprises. Moi j'avais l'impression que j'allais aux opinion leaders, on me posait même plus de questions. J'avais l'impression que je devenais un influenceur plutôt qu'un OPL, tu vois. Et ça c'est vraiment. Je me souviens, moi, d'un dîner avec un des acteurs principaux, Dominique Legros, qui était en Suisse. Et en gros, ce jour-là, je me suis dit, ouais, putain, ça sera pas pareil. Inversement, c'était pas ma société. Moi, je m'en foutais, hein, j'avais pas de billes là-dedans. J'avais dit, ouais, ok. Bah, en fait, c'est devenu un très gros truc. Je pense qu'Actéon a connu la même chose, parce que quand c'était Satellec seul, tu vois, il y avait vraiment une volonté d'être au plus près des trucs. Ça a été fusionné avec Pierre Roland. Et une fois que c'est gros, on a l'impression que ça perd du côté humain, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Bah après, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi lié, je pense, à la. Alors, il y a eu plein de facteurs. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, Dentsply, même avant la fusion, en tout cas avec le board et le top management, on avait des vrais liens. Moi, je me rappelle, par exemple, la DRH qui s'appelait Maureen, avec qui je m'entendais très très bien, avait tous les enfants et les petits-enfants de tous les salariés du monde sur ses murs. Elle connaissait quand même beaucoup la vie des gens, mais de manière assez élargie, quoi. Après la fusion avec Sirona, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est deux mondes, en fait, déjà. L'équipement, et moi, que je connaissais pas comme ça, hein, mais c'est deux mondes différents, l'équipement et le consommable, de manière élargie, hein, si on met tout dans le consommable. Et puis après, globalement, c'était deux très grosses structures. Et donc, forcément, en haut, ça a été une bataille pour les postes à responsabilité. Le CEO venait de Sirona, mais la mentalité à l'époque, c'était Brett Wise, le CEO de Dentsply, Jeff Slovin, qui était le CEO de Sirona et qui est devenu le CEO de Dentsply Sirona. Mais t'avais un mec qui était plutôt sur l'humilité, le dialogue, et puis un peu une rockstar, quoi. Lui, quand il se déplaçait, il y avait 50 personnes autour de lui. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Et puis il n'est pas resté longtemps. Et puis là, ça a été une succession Et toujours, hein, je crois, hein, ça bouge en permanence. De changements à la tête. Et puis effectivement de plan sur plan sur plan sur plan, et qui fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, peut-être que c'est trop gros, ou peut-être qu'effectivement c'est très compliqué en tout cas à arriver à avoir quelque chose de cohérent. Après, je pense on peut pas retrouver les mêmes choses de toute façon avec une entreprise à taille humaine qu'avec un gros groupe qui a des process aussi qui sont tellement complexes. Moi, je le vois aujourd'hui, voilà, le process de décision ici, là, aujourd'hui, ça peut prendre 15 secondes, ce qui ne peut pas arriver dans un très gros groupe, c'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, pour bien expliquer, c'est qu'il y a un rapprochement. Donc, Sirona, à l'époque, vend de la radio, la radiologie, des équipements, en fait. Ouais, le CEREC, déjà, le CEREC qui est quand même le fer de lance de Sirona, mais oui, toute la gamme fauteuil, toute la gamme radio. Et donc, je me rappelle que c'était à l'été 2016, hein, ils aiment bien l'été, les Américains. Ça passe mieux, comme à l'Assemblée nationale, ils te passent les lois de merde en août. Voilà, pour nous annoncer d'abord ce qu'ils appelaient les top leaders à l'époque. Donc je me rappellerai très bien au bord de ma piscine le 15 août, ce call où on nous apprenait que globalement on allait fusionner avec Sirona. Et en France, en tout cas, on a commencé véritablement à intégrer Sirona en janvier 2017. Ouais.
D'accord. Et donc, parce que Siemens, c'était Sirona finalement au Ouais, départ. mais Ouais. c'était avant, ouais, ouais, C'était avant, oui, parce que moi j'ai ouais. eu un fauteuil Siemens et effectivement après c'est devenu Sirona et Sirona, enfin Dentsply. C'est Dentsply, ils ont fusionné ou il y en a un qui a racheté l'autre? Non, c'est une Non, fusion. c'est une fusion. Et c'est Hmm. pas un rachat, ça c'était hyper important. On n'avait vraiment jamais le droit de dire que l'un avait racheté l'autre. C'était une fusion. Dès que aujourd'hui, je ne sais plus qui me disait ça, il dit en fait l'exemple de la fusion Dentsply Sirona est, je crois, est un exemple est un cas de, comment on appelle ça dans les écoles de Ah ben, business, business case un de. business case de l'école polytechnique Ah de ben. Lausanne, comme l'erreur. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde la valorisation boursière aujourd'hui de Dentsply Sirona, elle est plus faible que la valorisation de Dentsply Seul. tout seul avant. Hmm. Donc c'est vrai que après il y a plein de paramètres et plein de choses, hein, mais c'est vrai que voilà mais c'est intéressant aussi en termes de management et de direction d'entreprise. Euh, on se trompe tous et on se trompe tous tout le temps. Par contre, on peut pas se tromper tout le temps. Hmm. Et c'est vrai que à un moment donné, là, en fait, ça reste finalement la même stratégie depuis 2017. Hmm. Hmm. Et peut-être que, bah, C'est globalement, le rachat. il y a C'est peut-être quelque ça. chose de changer, en fait. C'est Einstein qui disait la vraie folie, c'est de refaire toujours la même chose pensant que le résultat sera différent. Mais moi, Exactement. je me souviens quand même à l'époque, je crois que c'est 2000, ouais, 2018, 2017, 2018, 2019. J'ai un gros projet de recherche en collaboration avec Dentsply aux États-Unis, là-bas, sur le MTA, où on décide d'enrichir le MTA, faire des tests, etc. Gros budget, on- on soigne des cochons, on fait de l'histo, enfin vraiment ça marche super bien. On a des résultats qui sont assez intéressants, pas forcément idéaux, mais assez intéressants au moins la discussion. Et je travaillais avec un mec là-bas qui s'appelait Ted et qui était un mec assez particulier si tu veux. Tu sais, c'est le mec qui avait été à l'origine du développement du MTA chez Dentsply. Et franchement, à l'époque, il y avait comment il s'appelle qui était au R&D, super sympa. Ah, putain, son nom m'échappe. J'avais appris qu'il était le filleul de Patrick Esco. Oui. Ah, mais oui, Bob. Non, Non, c'est pas lui. lui c'est un Français, sa maman est dentiste d'ailleurs. Euh, bon, peu importe. Et oh, il va m'en vouloir s'il écoute de pas me souvenir de son nom, parce que c'est vraiment un mec super gentil. On travaille, on fait des trucs, on travaille sur la pulpotomie et tout. Et un jour, le TED, il me dit, on avait une réunion tous les mercredis, je me souviens, on faisait, moi je le formais à la biologie, lui me formait aux biomatériaux. Et puis un mardi, il m'envoie une photo de son bureau vide avec des caisses. Il me dit, j'annule la réunion de demain, je suis viré. Et 20 ans de boîte. Et au début, je croyais qu'il déconnait parce que c'était un mec assez particulier. Je dis, non, bon, allez, arrête, à quelle heure? Il dit, non, non, c'est fini. C'est fini. Et j'ai mon projet de recherche. Il me dit, écoute, je vais te dire ce qui va se passer. Ils vont t'envoyer un mec, ils vont te faire une réunion avec lui, qui était un grand directeur de je sais pas quoi. Il va te poser 3 questions, tu vas lui répondre, et à la fin, il va te dire, it's not good for business, et il va arrêter. Il va t'envoyer l'argent, et c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Incroyable. Et donc, mon projet s'est arrêté. Et là, ça m'a fait un petit truc l'autre jour parce que je cherchais un truc dans l'ordinateur et j'ai retrouvé tout le dossier où on faisait. Et moi, je me souviens, j'avais encore des cochons qui guérissaient, hein. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec mes cochons? L'autre jour, bouffer-les, j'en sais rien. Et donc, j'avais fini l'histologie. Et donc, maintenant, d'ailleurs, je présente l'histologie dans mes cours sans dire les Ouais. résultats qu'on avait, mais les résultats étaient pas géniaux, étaient pas, voilà, mais c'était pas inintéressant. On avait des trucs. Mais moi, ce qui m'avait halluciné, c'est que ce mec avait, je sais pas, 25-30 ans de boîte, se retrouve congédié, mais du jour au lendemain, en 48 heures, 24-48 heures. Ouais, les US, c'est. C'est flippant, hein. Donc maintenant, je l'avais rappelé, parce qu'il m'avait donné son dos. J'ai dit, tu fais quoi? Je fais de la peinture et des revêtements muraux. T'es toujours dans la chimie. C'est assez génial, lui. Mais, et donc, en gros, c'est le début aussi d'une restructuration qui n'en voit pas le jour, enfin, où vraiment tout le monde essaie de Après, faire bien, mais on a ça. moins, je pense que on a moins restructuré. Après, ça a été. Après, surtout en France, ça a été. En France, ça a été enfin, compliqué. En plus, les débuts ont été horribles parce que malheureusement, et j'ai adoré collaborer avec lui, mais tellement
peu de temps, et je pense qu'on peut lui rendre encore hommage. C'est Lionel Philippot, qui malheureusement nous a quittés à ce moment-là, Ok. Ouais. qui était le DG de Sirona France en fait, Ok. Et qui était une personne quand même assez incroyable. Donc nous en France, on est parti quand même aussi avec l'intégration d'une équipe, avec quelque chose quand même qui était fort, parce que c'était quand même l'équipe Sirona en France, c'était quand même vraiment une petite famille. Ils étaient 6, si je me trompe Ah pas, ouais? 6, 7, ouais. Oui, parce qu'à l'époque, on vendait en exclusivité avec Henry Schein. Donc, globalement, D'accord. c'est vraiment Schein qui avait la distribution de Sirona. Et donc, les 6 étaient vraiment là pour accompagner Ok. Schein et les vendeurs de Schein équipements dans la vente. Et, euh, et donc, ouais, on a eu effectivement, euh, malheureusement, des débuts ouais, très compliqués, mais aussi forts. Ce qui fait d'ailleurs qu'aussi il y en a beaucoup qui ont changé assez vite, mais ça a été moins, en tout cas en termes de restructuration comme on l'entend, je pense que la vraie complexité, ça a été comme tu l'as dit, comme c'était nouveau, on focalisait beaucoup sur Sirona, Hmm. et au niveau global, au niveau stratégie, et donc, on peut pas tout faire. Et comme on peut pas tout faire, eh ben, tu l'as dit tout à l'heure, les personnes qui étaient connectées à l'endo, voilà, sentaient que on s'occupait moins de l'endo. Les personnes qui étaient connectées à l'implant sentaient qu'on s'occupait moins de l'implant, etc., etc. Parce que c'était tellement tout nouveau pour beaucoup, et puis comme on le dit, l'équipement ça prend de la place, mais au sens propre comme au sens figuré, en Hmm. tout cas à Hmm. l'époque. Et nous, ça nous a transformé, en sachant que la plupart aussi des directions, que ça soit européenne à l'époque, c'était Thomas Scherer qui venait de Sirona, donc Jeff Slovin qui venait de Sirona. Il y a eu beaucoup aussi de personnes de Sirona qui se sont mis aussi à manager la La globalité, globalité, là, c'est pas la mais, même mais, histoire. mais, mais Hmm. venant de Sirona, ils connaissaient moins le consommable, donc forcément, Hmm, voilà, hmm, hmm, hmm. ça a pas été, ça a pas été simple. Après, je pense que c'est, voilà, Mais je à pense que quel c'est moment, par compliqué. exemple, parce que Lando a toujours été très autonome et c'était quand même la marque. Alors, il y a aussi deux choses hein, que beaucoup ne savent pas, c'est qu'à l'époque, MyFair, enfin, ouais, Lando ne se vend que par que par les revendeurs, alors que Dentsply restauratrice a des gens sur la route qui vendent en direct. Alors presque, il y a une nuance parce que la partie VDW était vendue en Ah oui, la direct quand même VDW a été aussi. vendue en direct, ouais. Ouais. Donc on va dire Dentsply m'a faire tout ce qui était MyFair. Moi, je me souviens, Oui. en fait, c'était aussi sympa pour les mecs parce qu'ils vendaient sans avoir l'impression de vendre. Enfin, Mm. c'était Ouais, bien assez sûr. classe. Ouais. Quand tu Ouais. regardes aujourd'hui, moi qui m'intéresse aux commerciaux, c'est quand même très classe de dire, bah écoutez, chez qui vous voulez l'acheter? Tu vois. Ouais. Et il y a un côté, c'est pas moi qui vous vends, c'est lui qui va vous le vendre. Et je trouvais Ah, que c'est c'était, sûr. et ça donne une putain de force parce que quand tu es là et que t'es pas forcément, que tu cherches à vendre et que t'as pas le bon de commande, le mec, tu vois, le Mm. client en face, il dit, bah il cherche pas à m'en papaouter parce que de toute façon, il va pas s'enrichir. Mais ça s'est arrêté aussi parce que à l'époque, VDW était vraiment à part dans sa stratégie, dans sa R&D et dans son fonctionnement, et MyFair aussi. À partir du moment où ils ont créé ce qu'ils appelaient à l'époque, alors je sais plus à l'époque parce qu'il y a eu tellement de noms, mais les SBU Endo, en Mmh. fait, il y avait une R&D globale pour VDW et MyFair. Et donc, Ouais, il y avait des choix aussi de ça a jamais lignes. pris ça. Non, mais aujourd'hui, ce qui avait expliqué aussi que c'était compliqué de dire à des vendeurs, vous n'avez que VDW, alors que l'innovation, tu vois, elle pouvait être de l'autre côté ou pas. Et Mmh. donc, je pense que c'est ça aussi qui a influé Ouais, les choix à l'époque. ce qui est assez marrant, c'est que à l'époque, enfin, je ne connais pas les chiffres exacts, mais MyFair était très très majoritaire en Orlando par Bah rapport à oui, c'est VDW plusieurs en centaines de France. millions. Oui, bah oui. Et moi, j'arrive un jour à la DF et les mecs, ils avaient tous des cravates bleues. Je sais pas si tu te souviens, je me souviens, je revois Nicolas Mostovi et Gwenel avec une cravate bleue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Ça devrait être tout rouge ici. Ah bah non. Et en fait, et après, il y a eu aussi la stratégie de retirer le nom de MyFair. Ouais, ça, je me rappelle très C'était bien. Ça, Densplayando qui était le et MyFair, le VDW nom a le dit allez vous plus, faire foutre, nous on reste VDW. Euh, et en MyFair qui France, ça était le n'existe nom pas le plus VDW. connu au-dessus de Dentsply, hein, avec Mm. le taux de notoriété qui était bien au-dessus de Dentsply, MyFair. Ouais, ouais. Ouais, C'était je me rappelle. incroyable. Et tu vois, tu te dis à ce moment-là, pour le coup, quand toi tu vois de l'extérieur, opinion leader pour le truc, tu connais un peu les autres, tu te dis mais vous êtes fous les mecs. En France, gardez le rouge. Et d'ailleurs, Valérie Bachet, qui reviendra faire quelques mois ou années, remettra MyFair. Alors je sais même pas où ils en sont, à force de les mettre. Pendant un moment, moi quand j'utilisais leurs Franchement, je sais produits, pas.
utiliser leur profil, je peux te donner la date de validité en fonction du logo qu'il y avait dessus. Si tu veux. Ah, il n'y a plus MyFair, donc là, on s'approche de la date de péremption. Ok, et donc, bon, si, les choses sont un peu compliquées. Tu restes quand même chez eux jusqu'en 2023. Ouais, je reste là après la fusion, ouais, je reste encore longtemps puisque 2017 donc mise en place du changement, puis après on va dire assez rapidement parce qu'il y a quand même donc si on a l'intégration de Miss puisqu'on rachète Miss quand même au niveau de Ok, l'implant, ouais. qui a été quand même une intégration aussi à gérer, aussi quand même encore juste Mais plus après. réussi celle-là, non? Donc Ouais, beaucoup mieux, je pense. Oui, c'est vrai. on Beaucoup apprend de mieux. ses erreurs. Après, je pense qu'en termes de positionnement et en termes d'acquisition, ça venait peut-être moins en confrontation que d'autres. Donc voilà, Ouais. quand parfois on rachète et qu'on duplique, c'est peut-être plus compliqué. Là, effectivement, en tout cas, peut-être un peu mieux. C'est vrai, en tout cas au début. Et puis après, il y a le Covid qui arrive assez Ouais, vite. c'est vrai. Et donc, forcément, là aussi beaucoup de choses à apprendre parce que c'est pas simple les décisions quand on est responsable d'autant de personnes à prendre. Donc ça a été aussi une période aussi dure, riche, mais voilà aussi on apprend beaucoup. Et puis là il y a eu un changement de direction assez rapidement parce que le CEO de l'époque qui était Don Casey est remplacé et repart sur globalement des nouveaux projets et des nouvelles organisations. Et à l'époque, voilà, je crois qu'on n'était plus Attends, on forcément est marre. en phase. On est marre de faire du Euh, RH. Les mecs, et si on veut faire un peu de R&D, là, plutôt que du RH. oui, puis voilà, donc après, enfin en tout cas, voilà, après moi je remercierai jamais assez Dentsply au global, en tout cas de la chance qu'ils m'ont donnée parce qu'ils m'ont vraiment permis de grandir et d'apprendre beaucoup, donc je leur dois beaucoup et ça je le sais. Après voilà, c'est comme tout, au bout d'un moment, ça faisait 21 ou 22 ans que j'étais quand même, en tout cas Non, au mais groupe. l'idée C'était de... la fin pour moi, voilà. Mais ça faisait, pour être sincère, au fond de moi, je savais que depuis la fusion avec Sirona, Ça va être voilà, compliqué, ouais. je savais que globalement, si ça restait comme ça, j'aurais du mal en tout cas à m'inscrire vraiment sur la durée. Après, j'aimais beaucoup les équipes, j'aimais beaucoup l'entreprise. Voilà, il y a plein de choses aussi qui font que forcément on est lié sur plein de choses. Et puis voilà, ça s'est terminé. Et puis voilà, aujourd'hui, il faut voir toute chose comme une opportunité. Voilà, Oui, non, aujourd'hui, c'est j'ai sûr. la chance Après, c'est de vivre autre chose, quoi. le fait d'en discuter comme ça et de s'étonner. Tu vois, moi, j'ai toujours... je me souviens de discussions avec des gens qui étaient très impliqués chez Magia. Ils me disent, ouais, ils sont cons. Je dis, moi, en fait, globalement, cette société ne m'appartient pas. Je suis pas... Tu vois, il y avait un côté... il y avait un côté très presque affectif avec des gens comme Daniel. Tu vois, Oui. moi, je pense que le fait que Daniel parte, pour moi, ça a été la dernière chose qui me reliait affectivement à cette société. Parce que autant Je moi l'entends j'aimais. beaucoup, ouais. Hein? Je l'entends beaucoup. Daniel, il avait créé des relations Il avait créé. Tu vois, et uniques. c'était un sale caractère, et il était râleur, et on peut dire ce qu'on veut, c'est Daniel, mais c'est un type qui, là, je l'ai revu, il m'a fait de la peine parce qu'il a un peu perdu. Il voudrait revenir, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est un type que peu de gens, enfin, peu d'omnipraticiens connaissent, mais il avait réussi il avait un carnet d'adresses Ah, de conférenciers dans le monde. Enfin, c'est lui qui organisait quand même les OPL. Il faisait venir 100 ou 200 endodontistes de partout dans le monde. Et moi, ce qui m'avait fait de la peine, c'est le jour où il est parti et puis personne n'appelait. Voilà, donc, et moi, ça a été vraiment la rupture par rapport à Dance Place. C'était voilà, si lui il part, en fait, j'ai plus personne. Enfin, à part Willy, Pierre, mais si tu veux, c'était pas pareil. Il y avait plus bien sûr. ce Ouais, puis côté lui, il familial sympa, réunissait. quoi. Et aujourd'hui, pour l'entendre, après, voilà, moi, je suis concentré sur ce que je fais aujourd'hui et moins sur ce que font les autres, mais les groupes, en tout cas de KOL, que ça soit en France et dans le monde, voilà, moi qui voyage maintenant aussi pas mal dans le monde entier, je l'entends encore beaucoup. Et effectivement, depuis que Daniel est parti, je pense que les liens et les réseaux de KOL aussi
voilà, ont un lien en tout cas différent avec Dentsply. Voilà, après, ce sont des zones, des périodes de transition. C'est-à-dire que Daniel, il a 60 balais, donc il y avait tout. Effectivement, à l'époque, moi, j'arrivais, quand on allait aux OPL, il y avait comme il y avait Cliff Rodel, John West, toute cette partie, tous ces gens sont devenus un peu vieillissants. Mais il n'y a pas eu un mouvement. Toi, en général, tu vois, que ce soit dans les universités ou dans d'autres trucs, tu as des jeunes qui poussent. Enfin, il y a une espèce de Ouais, gradient un petit peu normal là, qui se fait. Quand tu as 50 comme moi, tu vois, tu dis, oh putain, ça commence à pousser fort en bas, mais tu te prépares si tu veux. ouais, Mais là, bien tu sûr. sens que bah, c'est le temps qui a fait que les gens ont vieilli. Je pense souvent à Pierre, qui a tellement été impliqué chez Dentsply, puis un jour, on lui dit, bah, voilà, c'est fini. Tu vois, ça fait très bizarre quand même. C'est Voilà, c'est un peu le festival de Cannes où on dit, bon, bah, les vieux, vous me faites chier, quoi. Et puis de maître de scène. Ok. Et donc tu quittes, enfin voilà, tu te sépares de Dentsply il y a un an. bien, non. Et là, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est parce que tu sais que enfin, on sait que tu veux partir et Itena, donc qui était dirigé à l'époque par Alexandre Mühlhauser, hein, qui part en Suisse. Ça se fait comme ça ou Du tout. Alors, en fait, c'est assez différent parce qu'à l'époque, moi, je cherchais vraiment à reprendre une entreprise donc à te seul lancer dans l'entrepreneuriat en fait? voilà, ou à vendre ou avec des partenaires. Donc, j'ai été sur un certain nombre de deals avec des fonds que j'ai accompagnés. Euh, mais au départ, voilà, donc on sait jamais si on va gagner, pas gagner, Mmh. avec des deals petits, moyens, un peu plus gros. Donc voilà, c'était Toujours dans hyper le dentaire. T'es toujours resté dans le dentaire, dans la santé. dans la Pas santé. forcément, ouais, pas forcément dans le dentaire, mais en tout cas dans la santé, ça c'est sûr. Et puis j'étais vraiment sur un deal que je voulais et puis qui s'est pas fait parce que on n'a pas gagné parce que voilà les personnes en face en proposaient beaucoup trop en tout cas par rapport à ce que nous on estimait en tout Mmh. cas de la valeur de la boîte et de mal racheter une boîte Ouais, on le paye toujours compliqué. donc Mmh. c'était hors de question et donc ça a duré ouais pendant pas mal de temps et puis bah Itena appartient à Vivian Stemmer en En groupe. partie. En groupe. Non, à Vivian, À c'était même. Vivian? Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que Euh, c'était au groupe. non, mais c'est pour Malin, ça lui. c'est important. Et donc, en fait, bon, il est très proche, mais bon, forcément, la famille Stemmer, que je connais Un peu. très bien, m'appelle et puis ils me disent, voilà, effectivement, il y a Alexandre qui s'en va. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis oui, mais enfin, moi, si c'est pour reprendre un rôle de CEO, Ça m'intéresse pas. c'est pas ce que je recherche. Par contre, si vous êtes ouvert à une reprise, on peut étudier effectivement la possibilité. C'est effectivement là qu'on s'est assis autour d'une table et qu'on s'est plutôt assis autour d'une table en tant qu'associé. Donc il y Que avait qui? Il y avait Armand et Vivian. ouais, Grand moment. Alors, juste parce que là, nous, on parle comme si on les connaissait. Vivian Stemmer, Armand Stemmer, j'ai fait un podcast avec lui. C'est un des premiers. Parce que Willy m'avait dit, il y a des années, il me dit, lui, c'est une sommité, en fait. Si tu veux, quand tu sais d'où il vient, avec son air tu vois, son air, ah bon, salut les copains, il est absolument redoutable. Et, euh, et donc, il m'avait expliqué comment est né Itena, en fait, sur le Tenon, au départ. Je crois qu'il y a une oui. histoire de Tenon. L'histoire, elle est Emblématique, incroyable. Il y a 20 ils en ans. ont toujours plus. Il y a 20 ans, elle est incroyable, l'histoire, bien sûr. L'histoire est incroyable. Et à ce moment-là que je rencontre Vivian Stemmer, qui est tout jeune. Il monte ça. Et à l'époque, il distribue le Self-Adjusting File. Tu vois. Bon, ils ont pris un bouillon pour différentes raisons. Et à l'époque, je lui dis, écoute, Vivian, c'est un peu compliqué, le SAF, vous allez avoir du mal, 80 balles la lime, ça va pas se passer comme ça. Je dis, par contre, moi, j'ai une idée, et c'est un agitateur qui irrigue en même temps, et donc c'est comme ça qu'on monte l'irrigatis. Bon, on a pris un petit bouillon parce qu'on arrivait pour des raisons technologiques. C'est comme ça que je connais Itena, et j'aime beaucoup cette boîte parce que j'aime beaucoup Vivian, d'abord. C'est un type qui est... Donc pour les gens qui ne connaissent pas Vivian Stemmer, c'est le groupe Cadence. Cadence, c'est GACD, Promo Dentaire, plus tous les autres, je ne sais pas combien dans le groupe maintenant, parce qu'entre l'Espagne, le Portugal, l'Italie, ils en ont partout. Ah oui, c'est un gros groupe, quoi. C'est effectivement un gros groupe et effectivement, aujourd'hui,
Mais en tout cas, c'est une famille, parce qu'il y a ses frères aussi Ouais. qui sont Et pas je vous très invite juste, éloignés. avant de te laisser parler, je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast qui est dans les premiers numéros d'Armand Stemmer, parce que en fait, c'est là qu'on réalise que GACD n'existe pas en 1970. Je ne parle pas du 18e siècle. GACD n'existe pas, c'est-à-dire il importe des fraises dans un attaché-caisse qui met sous son lit, il vend des fraises en porte-à-porte, et 50 ans après, c'est le groupe Cadence. Donc Ah, moi, j'ai un respect pour ce monsieur ah ben, qui on est peut, incroyable. et Incroyable. puis humainement, moi, c'est aussi quelqu'un que j'ai toujours apprécié, et voilà, avec qui j'ai toujours eu des échanges. Et d'ailleurs, je, je ne pouvais en tout cas que l'écouter, en tout cas Mm. Ouais. quand ils m'ont appelé, et puis vraiment m'y intéresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette chance-là, je pense aussi, d'avoir une relation. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas comment. Il faudrait leur demander, mais moi, on a vraiment une relation. Alors, c'est pas comme si je fais pas partie de la famille, mais en tout cas, on a une Mm. relation quand même vraiment de respect, de confiance, qui change et qui fait du bien. Et aujourd'hui, voilà, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a le groupe de distribution, mais Itena est Mm. totalement à part. Mm. Mm. Et aujourd'hui, ça me permet de faire des choses en tout cas à ma main. Donc voilà, je vais faire des choses bien, des choses moins bien, je vais me tromper, mais au moins j'en serai totalement responsable de A à Z, puisqu'aujourd'hui effectivement j'ai cette chance d'être suivi en tout cas, voilà, surtout que ça soit par des intégrations internes, des acquisitions. Voilà, on a j'ai un vrai projet de transformation d'Itena, et moi voilà, ça me Et motive. en termes de business, donc ça veut dire que toi, tu rentres au capital, en fait, tu rachètes des parts, et il y a un board, et dans le board, il y a qui? Donc il y a Armand, il y a Vivian, bien sûr, toi, vous êtes combien au board? Enfin, c'est vraiment que ce soit confidentiel, mais Alors je sais pas. En tout cas, on est très peu. Et effectivement, il y a d'accord. très peu de personnes à part Vivian et moi-même. Ouais. Voilà, c'est la réponse. Le problème, c'est qu'en plus, l'avantage. Non, mais c'est intéressant parce que tu retombes dans la TPE finalement. Ah ouais, oui, c'est puis une petite entreprise, des équipes. Ouais, des équipes, voilà, qui ont des habitudes très différentes de groupes, Mm, mm. donc avec des choses qui n'existent pas, des choses qui sont là, voilà, et qu'il faut améliorer. Et puis voilà, et puis là avec un vrai projet d'entreprise, en tout cas que moi j'ai écrit, Mm. là on a un vrai projet à 5 ans, voilà, pour développer cette entreprise dans le monde entier. Voilà, en étant effectivement dans le lien, en étant fabricant, aujourd'hui, Alors, c'est aussi beaucoup de responsabilités. quand tu dis vous êtes fabricant, vous avez des chaînes de production ou des chaînes d'assemblage. En fait, Alors, on a aujourd'hui, alors après ça dépend, c'est pas sur tous les produits. ok. On a des produits où on a des sous-traitants, Mhm. pour une partie de la chaîne de fabrication, parfois toute la chaîne de fabrication. On a des produits où on est distributeur ou importateur, mais aujourd'hui, en tout cas, sur tous nos produits stratégiques, mais c'est une très bonne question. Moi, il y a un vrai renforcement de notre rôle de fabricant, en tout cas, qui est en marche, qui se fera aussi par des acquisitions ou des transformations qui sont déjà en œuvre aujourd'hui. D'accord. Et donc, ce que vous fabriquez, enfin, parce qu'au départ, il y avait une vraie. Moi, je me souviens, ce qui a un truc qui était incroyable en termes de marketing chez Itena, ça a été la mallette SC33. Je sais pas si tu connais Si, si, ça. si, si. C'était génial. C'était Ouais. génial parce qu'à l'époque, faut remettre ça dans le contexte, donc il y a une quinzaine d'années, le SC33, donc c'était avant la CCM, le SC33 avait été décidé, c'est la reconstitution avec des tenons et composites, avait été décidé face à l'urgence des mecs qui foutaient des inécors partout. Et en fait, exactement comme Lando, où on te dit il faut prendre le 1, le 2, le 3, puis après tu prends ça, c'est un sacré bordel. Et un jour, je vois, comment il s'appelle, qui maintenant est chez Septodon, je fais Barroso, Michael Barroso, Michael non? Barroso. Alors lui c'est une bombe. Et Ouais. Michael, il arrive, il était tout jeune, il venait de se faire embaucher. Et donc, il me dit, j'étais en Algérie, et le mec me dit, ouais, ouais, je travaille chez Itena, machin. Ah, je dis, Irrigatis, tout ça. Il me dit, ouais, ouais. Puis là, on vient de sortir une mallette. Et il me sort la mallette,
Et le mec, en fait, ne se rend pas compte de l'intérêt de la chose. Et je dis, putain, mais ça, c'est génial. Parce que la mallette, elle allait jusqu'à comment retirer les tenons. Tu vois. Oui. Donc, tu avais les forêts, les tenons, le collage, le corps poste et le polissage. Et ensuite, tu avais les forêts pour retirer le truc. Et j'ai dit, mais ça, c'est génial. Tu vas faire un carton. Il me dit, ah bon? Alors, tu sais, le mec, il ouvre la mallette, il comprend pas pourquoi. Je dis, mais c'est génial. Il me dit, mais par contre, je comprends pas le nom. Je dis, cherche pas, va en France, vends ça. Ça va marcher. Ça va marcher. Et c'était génial parce que c'est exactement ce qu'avait fait Microméga à l'époque avec le 642, où les gens ne comprenaient pas. Le profile, tu avais autant de mecs t'avais autant de façons d'utiliser que de mecs qui le présentaient. Le Hero 642, ils avaient fait, tu te souviens, cette espèce de truc métallique avec des lignes. Ouais. Voilà. Si c'est facile, tu prends la ligne bleue. Si c'est moyen, tu prends la ligne rouge. Si c'est difficile, tu prends la ligne jaune. Ils ont fait un carton avec ça. L'instrument n'était pas bon. Ils ont fait un carton. Donc la mallette SC33, moi j'avais adoré. J'avais adoré. Surtout en plus avec ce qui est arrivé après avec la cotation, c'est sûr que c'est. Elle venait, il l'avait appelé SC33 sur la cotation. Et voilà. Et moi je t'ai dit, putain, le Vivian Stemmer, il est pas bête lui, il est pas bête. Et j'adore Vivian parce qu'il a l'œil rieur. Tu lui diras ça. J'étais avec lui hier, on a passé la journée ensemble. Et j'aime beaucoup. C'est devenu un très très gros concurrent. Enfin, c'est un gros concurrent. Il est énorme par rapport à moi, mais beaucoup de respect pour son papa, pour lui. Et il a l'œil rieur. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je dis ou pas? Je lui dirais. Mais je vais le faire venir sur le podcast parce qu'il n'y a pas de raison que son père soit venu. Et donc là aujourd'hui, tu développes. Donc le développement, le R&D, il est essentiellement dans la chimie ou Alors après, moi comme on en a parlé un peu au tout début, hein, moi ça fait que depuis septembre, hein, donc même si ça fait effectivement 8 mois, c'est court. En tout cas, moi quand je suis arrivé, il y avait plus trop de R&D. D'accord. Et aujourd'hui, il y a une équipe quand même de 6 personnes, avec une directrice R&D d'ailleurs qui vient de chez Septodon, qui est très bien. C'est qui? Ouais, elle s'appelle Kalpana. Je la connais pas. Et aujourd'hui, rien qu'en nombre de personnes, hein, on était 25 quand je suis arrivé, on est 37 là. D'accord. Mais il y avait eu une vague de départ avant avec Michael. Alors il y a eu beaucoup d'allers-retours. Alexandre. Il y a eu beaucoup de départs et d'arrivées sur les dernières années, mais en nombre d'effectifs, c'était 25-26. Là, effectivement, on est passé à un effectif qui ne va faire que croître de toute façon avec l'ensemble des projets qu'on va déployer dans les années à venir. Attends, mais 25-26 avec la production? Alors, non, sans la production. Ah non, sans la production, ok. Ouais, okay. Tu parles d'équipe R&D, marketing, qualité réglementaire, ADP. Ils sont 10, réglementaires ils sont 10, obligatoire. Voilà, à peu près. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ici, entre le réglementaire, la qualité et maintenant la R&D, effectivement, on a 25 et après tu as le marketing, 26. Voilà. Le marketing, un peu de logistique, quelques commerciaux et voilà. Parce que en fait, c'est quand même très très gonflé. De toi à moi, c'est quand même très gonflé de se relancer dans la production, l'innovation, la production de matériaux avec le MDR, avec tout ce bordel d'enregistrement, etc. Enfin, moi, ça force le respect quand même parce que. Alors après, ça dépend comment se fait. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on n'est pas sur de la R&D disruptive, on va dire. Là aujourd'hui, ma R&D, c'est déjà qu'est-ce qu'il faut en termes d'innovation qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, c'est pas qu'on va pas aller la chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu parlais par exemple de croissance externe. Aujourd'hui, il est fort possible, par exemple, qu'on puisse acquérir peut-être des entreprises avec des savoir-faire un savoir-faire particulier qui a déjà, par contre, toutes ces certifications MDR que tu évoques, ce qui nous permet de l'intégrer facilement. Mais pour pouvoir le faire, on a besoin quand même d'une équipe R&D qui travaille aussi avec la qualité pour pouvoir non seulement les intégrer et puis ensuite ajuster peut-être aussi l'ensemble des produits avec les leaders d'opinion aussi qu'on essaye aussi de développer puisqu'aujourd'hui c'était quelque chose aussi qui avait besoin, en tout cas moi à mon sens, d'être parce que d'être développé. Enfin pour moi Itena, enfin vraiment ce qui fait vraiment connaître Itena, c'est la restauratrice essentiellement. Vous avez un petit peu de produits d'endo, un peu de choses comme ça, mais c'est essentiellement la reconstruction. Mais après, c'est un peu un ajout, et c'est là aussi où il y a eu une vraie réflexion de produit depuis que je suis arrivé. C'est quelles sont les solutions et les procédures cliniques sur lesquelles on veut être et avec quoi.
Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, effectivement, on a Dentoclic, qui est l'un des produits phares en tout cas. On a des scans post, on a du composite avec Reflectis. Voilà, oui, on a. Vous avez les disques de... Ce qui était malin, On a Numéris, Numéris ouais. effectivement avec les disques, mais pas tout non plus. Donc on a des disques en fibre de verre. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur quels sont les produits, en tout cas, qu'on doit rajouter à ceux qu'on a aujourd'hui et qu'on n'a pas. Voilà. Et tu parlais d'endo, voilà. Peut-être que demain on fera de l'endo, j'en sais rien. En Ok. tout cas, un peu plus ou un peu moins, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion. C'est pour ça que la R&D qu'on a là, elle a vocation aussi. Et puis elle a une double vocation. Hein, c'est qu'aujourd'hui, rien que sur nos produits existants, nos dossiers techniques, et ça c'est la R&D qu'on est responsable, elle doit s'assurer qu'ils soient bien à jour et bien aux normes. Et ça, c'est un gros travail, sans parler de C'est énorme. nouveautés, de nouveaux produits. Hein. C'est-à-dire que voilà, alors on espère, parce que tu parlais du MDR, et ça, ça me fait plus penser à mon rôle de président du Comidan, où là-dessus nous on œuvre, et d'ailleurs on a notre assemblée générale jeudi, avec Philippe Véran, Olivier Schiller et Aurélien Rousseau, donc ancien ministre de la Santé, qui participe à la table ronde, où justement on va parler réglementation, on va parler justement de, pour nous, entreprises françaises, versus d'autres. Aujourd'hui, ce MDR, en tout cas, c'est une vraie inéquité, en tout cas, face à certains Face à concurrents. l'Asie. Bah, je veux dire, face à l'Asie, il faut pas se leurrer. C'est Alors, juste, on va, parce que c'est cette étape de président du Comidan, mais avant de rentrer dans le détail, juste expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le MDR. Donc, en gros, la certification européenne, c'est un label qui doit être apposé sur tout produit que vous achetez. Hein, donc, évitez d'acheter sur Temu, évitez d'acheter sur Alibaba. Alibaba. Voilà, ça rentrera, mais globalement, si vous faites choper avec un matériau comme ça dans votre cabinet, ça peut coûter cher. Et donc, en fait, il y a eu un durcissement de cette réglementation donc, depuis 4-5 ans maintenant, et qui passe vers une nouvelle certification qui s'appelle le MDR, et donc qui est beaucoup plus limitante. Et ce qui fait que ça pose un énorme problème. Également, il y a beaucoup de produits qui venaient, par exemple, des États-Unis, qui avaient la certification européenne et la FDA, et voyant le bordel que c'est sur le MDR se retire des marchés européens en disant bah, allez vous faire foutre, nous on reste sur le truc. Et donc, donc tout produit doit être certifié par le MDR. Moi, j'ai connu ça avec Septodon, avec le bureau de Flo. Et tout produit qui doit être renouvelé, donc là, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de produits sur le marché. Parce que je crois que la certification doit être elle est de 7 ans de mémoire. Enfin, bah, le moment où il va falloir le renouveler, ça va passer en MDR. Bon, et là, ça va commencer à déchanter. Et surtout, pour les produits qui restent en bouche. Et donc, moi, je suis confronté, par exemple, avec ça, avec un ciment de chez produit de PDSA qui s'appelle l'Essentiel, qui est un excellent ciment oxygénate type oxyde de zinc-eugénol. Ils n'ont pas pu passer le MDR parce que je pense qu'on leur a demandé une étude clinique qu'ils n'ont pas terminée. Ils restent sur tout le marché mondial, sauf l'Europe. Voilà. Et donc ça occupe beaucoup les entreprises, et notamment les entreprises qui décident d'innover, parce que globalement, aujourd'hui, un ciment canalaire, s'il n'y a pas une étude clinique randomisée de 2 ans qui le valide, eh ben, ils n'obtiennent pas le MDR. Donc voilà, et c'est pour ça que vous allez en entendre beaucoup, beaucoup parler. Un exemple phare, la trousse de Gonon, que tout le monde connaît, hein, qui avait été fabriquée par une société française. Et au moment où ils ont dû renouveler leur certification, donc le bassin MDR, ils ont arrêté parce que le dossier coûtait je ne sais plus combien, et simplement parce que c'était passé en MDR de type 2, parce qu'il y a un forêt de Getz, un truc à la con, il y avait un forêt de Getz dedans, donc ça rentre dans la canal, donc c'est intrusif, donc c'était un type 2. Alors que jusqu'à maintenant, ils étaient en type 1. Et les mecs, donc vous ne trouverez plus jamais un trépan, ni un trépan ou un machin, un extracteur, une rondelle de trousse de Gonon, parce que à cause d'un forêt de Getz qu'ils avaient foutu dedans. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi, je suis très, 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 très admiratif des sociétés françaises qui continuent à innover, enfin sociétés même européennes qui continuent à innover parce qu'ils y croient. Faut y croire quand même. Hein. Exactement, et c'est vrai qu'on est peu écouté là-dessus.
Et puis on se défend effectivement pas énormément, parce que là tu parlais de ça, et effectivement, soyez attentifs à là où vous achetez les produits, et il faut vraiment les acheter via des distributeurs ou des circuits que vous connaissez, parce que derrière, on ne sait pas effectivement en termes de provenance de produits s'ils sont en respect et s'ils respectent la réglementation. Mais par exemple, on parle de la prothèse, ou d'ailleurs la prothèse, on doit communiquer aux patients la provenance. Mais par exemple, une prothèse achetée en Chine, il n'y a pas de TVA. Donc la fiscalité est quand même différente. Les laboratoires français, eux, ils fabriquent de la prothèse et il y a de la TVA. Et il n'y a pas de TVA quand on importe de la prothèse qui vient de Chine, et sans droit de douane. Donc c'est vrai qu'il y a une différence, en tout cas aujourd'hui, de réglementation et de système, qui fait que pour les entreprises françaises, effectivement, il faut être courageux et il faut avoir envie effectivement de produire en France. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que un de tes prédécesseurs, donc avant Alexandre, il y avait un DG qui aujourd'hui a monté un laboratoire de prothèses en Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, je suis quand même. Et vous aviez fait une pétition pendant un moment. Je crois que c'était toi à l'origine. Enfin, Comidan était à l'origine d'une pétition justement pour demander la révision de ce MDR pour les entreprises françaises. C'est toi ou Oui, c'est Todon? en tout cas, on voudrait un allègement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous évidemment, on prône pour la sécurité et la qualité des dispositifs médicaux, bien évidemment, mais après, aujourd'hui, pour une équité, en tout cas mondiale déjà, et puis après, de pas non plus tout faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on accompagne les entreprises là-dedans, mais il faut se rendre compte, et tu le disais, qu'en termes de coûts, voilà, et on peut pas multiplier par 10 les effectifs R&D et qualité et réglementaire pour faire le R&D. Puis quand on n'a pas d'études cliniques, on n'a pas d'études cliniques, et faire une étude clinique, ça se fait pas comme ça. Donc derrière, ça veut dire que quoi, il y a des entreprises qui vont disparaître, il y a des produits qui vont disparaître, avec une réglementation qu'on considère un peu trop forte déjà. Et puis après, il y a un problème avec les organismes notifiés. Donc, pour être MDR, en fait, il faut que ça soit certifié par un organisme spécifique. Et il n'y en a pas tant que ça. Et les délais Ils sont débordés, hyper importants. Et donc, aujourd'hui, tu vois, tu parlais d'innovation, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un nouveau certificat, c'est plusieurs années. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, même si on a un super produit innovant, pour se le faire certifier et pour pouvoir le vendre en Europe, ça va mettre plusieurs années parce que les organismes notifiés sont totalement débordés déjà juste pour les renouvellements des certificats dus au MDR. Et donc, il y a quelque chose, parce que c'est très long, et donc derrière, en fait, il y a un système qui est fait comme ça. Mais j'étais chez un sénateur il n'y a pas longtemps avec le Comidan pour justement essayer d'avancer sur une stratégie nationale en bucco-dentaire, et il me disait, mais Monsieur Lafarge, en fait, comme aujourd'hui, ils savent pas quoi faire, la seule chose pour montrer qu'ils font des choses, c'est qu'ils mettent des règlements et ils mettent des normes. Voilà. Dit le mec qui est sénateur. Hein. Voilà. Et lui, il me dit, en fait, voilà, il me dit, c'est en fait quand il n'y a pas d'idée, quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de stratégie, en fait, pour montrer qu'on fait quelque chose, c'est on met des règles et on met des normes parce que c'est le plus facile à faire. Et c'est tout vrai au-dessus, parce que... malheureusement, oui. Non, mais quand tu regardes la politique de sécurité, l'école, les trucs de machin, le mec, il te dit... il interdit les ventes de couteaux par correspondance. Tu te dis, mais les mecs, ils sont complètement... Là, pour le coup, ils sont déconnectés. Enfin, il y a un moment... mais c'est un sujet, parce que j'ai fait un podcast récemment avec Julien Lopi, justement, où on discutait de problèmes de la prothèse. Mais inversement, si tu veux, mets-toi à la place d'un praticien... le mec, on lui dit, maintenant, ta couronne, elle est planifiée, elle est plafonnée à temps, t'as plus le droit, mais je sais bien. Démarre-toi. Et en gros, en plus, vous lui avez vendu une caméra pour qu'il envoie son truc par email, parce que tant qu'ils ont un silicone, ça demandait un peu plus de temps. Et moi, j'ai un copain qui m'a dit, écoute, honnêtement, en termes de qualité, le mec, il utilise du produit Vita, je crois, donc c'est le même produit, la qualité, elle est pas plus mauvaise ni meilleure que le machin. Et moi, je tombe de 105 à 35. Donc, il y a un moment où tu te dis, ok, je fais quoi? Tu vois, tu peux pas. Moi, je me mets à sa place. Je fais pas de prothèse, donc je suis très à l'aise pour en parler. Mais j'entends. Mais parce qu'aussi fiscalement, il y a déjà la différence de la TVA. Il y a plein de différences qui font que déjà de toute façon,
y a pas d'équité. Après, La TVA, elle est refacturée parce que les sociétés, comment dire, elles sont obligatoirement avoir un siège en France ou en Europe. Donc de toute façon, la TVA, elles vont la fabriquer, elles vont la facturer. non, mais alors Donc je t'as pas de crois, TVA à l'importation il n'y a pas de TVA à l'importation. Ouais. pour le dentiste, mais lui, il le paye la TVA. Il paye aux fournisseurs. Si, alors, il faudrait Bah, vraiment t'achètes un. préciser le point, mais je crois que si la prothèse, moi, il me semble que la prothèse qui vient de Chine, si elle est achetée, alors peut-être par un labo et peut-être pas par un cabinet, Oui, elle est achetée au labo en VAT free, ça- enfin en TVA free, libre de TVA, mais le labo qui va la revendre. Je pense pas que les mecs facturent directement de Chine. Je pense que tu as forcément un pied d'entrée. Donc, il n'y a pas de TVA à l'importation, mais il y a une TVA à la revente. peut-être, alors peut-être pas sur tous les labos. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, mais effectivement, Julien Bah, Lopy, je vois pas comment ils pourraient faire autrement. Enfin, c'est à creuser, mais je vois pas pourquoi un laboratoire qui a pignon sur rue, qui facturerait de la TVA et pas un laboratoire d'importation. il me semble que c'est le cas, mais effectivement, on va Ok, creuser. bah là, pour le coup, si c'est ça, c'est vraiment un scandale. On va Et creuser, autant que mais je crois que c'est ça. moi, je serais prothésiste, je me facturerais, j'irais peut-être pas en Chine ou je sais pas où, mais il y a un moment où non, enfin, ça serait complètement débile. Tu me diras, plus rien ne m'étonne, mais On va vérifier, mais en tout cas, moi, c'est ma compréhension, et c'est effectivement pour ça qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui s'offusquent de ça, parce qu'effectivement, oui, aujourd'hui, voilà, après, dans la libre concurrence, mais en fait, c'est juste une équité, c'est-à-dire qu'on parlait de réglementaire, mais c'est la même chose sur les taxes ou les droits. En fait, il faut une égalité, c'est-à-dire que il faut que une entreprise oui, française non, je et une comprends. Ouais. entreprise chinoise, globalement, on ait les mêmes normes et les mêmes règles à appliquer parce que sinon c'est vraiment injuste à l'arrivée. Ouais, non, je comprends. Et puis c'est de plus en plus compliqué d'ensuite de produire en France quoi. Et c'est Mm. pour ça d'ailleurs qu'on a la chance d'avoir Olivier Schiller et Philippe Véran qui sont deux entrepreneurs et producteurs français qui eux vont venir effectivement parler du Made in France et justement de tout ça. Donc voilà. Oui, après, Philippe Véran, il a remis en France, mais il n'y était plus. Ses aligneurs Non, non, français, mais l'outil de il production est avait revenu en une France, mais il était. partie. Ouais. La partie, alors, je parle sous son couvert parce que honnêtement, je connais moins là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que l'usine Smilers Ouais, les à aligneurs, ouais. Provence, Mm. pour les aligners en Europe, a toujours été là-dessus. Ils avaient mis en place une unité pour les États-Unis là-bas, Ok, qu'ils ont d'accord. décidé de remettre pour livrer le monde entier en fait de salon. Mais ils avaient deux D'accord. usines, ils avaient pas arrêté leur usine à Salon de Provence. Ok. Non, mais il en a rouvert une, parce il a refait une com il y a un an sur la réinstallation de la production en Oui, France. parce ils avaient mis en place une unité de fabrication des aligners aux US parce qu'ils s'étaient dit que ça serait plus simple et facile d'être sur place Sur pour place, ouais. vendre au marché américain. Et ils avaient pris la décision finalement de leur rapatrier en France pour pouvoir vendre de la France aux États-Unis. Moi, je crois que D'accord. c'est ça. Parce qu'il y a aussi un truc, l'American Act, là, c'est-à-dire que si tu produis pas aux États-Unis, tu peux te gratter pour y vendre. Hein. Exactement. Et Et, je pense que c'est pour ça il l'avait décidé, en tout cas à l'époque. Ouais. parce que Septodon, notamment pour les anesthésiques, Ah bah ils ont une usine. voilà, il m'avait raconté que, enfin pas Olivier Chénier, mais un de de ce membre de son équipe m'avait dit qu'ils avaient investi dans la production là-bas, mais sinon tu vends pas en Amérique du Ah Nord. oui, le marché des US, il est très particulier. Ouais, Et c'est sûr. d'ailleurs, Dentsply, il faisait pareil, il y avait Tulsa et Baleg. Il y avait deux unités de Exactement. Ouais. production et, euh, et donc là, donc toi, sur ta vacation de poste, j'avais vu que tu devenais président du Comidan, tu as été élu président du Comidan, donc avant de partir de Dentsply, parce que je pense qu'il faut être industriel, enfin, Non, non? non, mais après, j'étais au Comidan. Moi, ça fait 9 ans hein, que j'y suis. Donc, je suis président depuis juin l'année dernière. Ok, Euh, j'étais par contre vice-président ça faisait 6 7 ans que j'étais vice-président déjà. Donc, je suis au comité directeur depuis 10 d'accord. ans. Donc, ça fait un moment que je suis dans les organes, on va dire, du Comidan. Et puis, Pierre-Yves Lemahout, l'ancien président, prenant du recul, en tout cas avec la société Pred en la laissant à sa fille, voilà, a laissé aussi la main sur le Comidan. Mais on est une équipe qui est la même depuis maintenant quelques années.
et qui se développe beaucoup, puisqu'on a déménagé il y a pas longtemps, on a doublé les effectifs, on a aujourd'hui 4 salariés, et puis on essaye de faire le maximum en tout cas pour accompagner au mieux nos adhérents et puis au mieux pour accompagner aussi l'ensemble de l'écosystème et des partenaires pour œuvrer au mieux par rapport à un certain nombre de sujets qu'on a déjà balayés. Et donc, et tu peux expliquer ce qu'est le comident, parce que pour le coup, les dentistes eux-mêmes, est-ce que c'est une émanation de l'ADF ou ça travaille en parallèle de l'ADF? Non, pas du tout. Alors, le Comident, c'est l'association qui représente l'ensemble des fabricants et des distributeurs en France. Et donc, nous, on a une vocation, on a une double vocation. Une qui est d'accompagner nos adhérents au quotidien sur les sujets réglementaires, sur les sujets économiques, sur les sujets légaux, sur les sujets sociaux. Donc là, on a beaucoup de services pour nos adhérents qu'on accompagne au quotidien. Et puis après, on a une fonction et une mission de représentation au niveau des partenaires. Donc que ça soit au niveau des partenaires publics, donc ministère, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème, donc l'ADF, l'ordre, les syndicats et l'UFSBD, etc., et l'ensemble de l'écosystème. Et avec eux, on travaille sur des sujets spécifiques. Avec l'ADF, on a un lien tout petit peu particulier puisque on co-organise, ou en tout cas, on a un vrai partenariat pour organiser l'exposition de l'ADF, puisque la plupart des adhérents, en tout cas, sont là-bas. Donc, on a des liens forts avec l'ADF, mais qui sont maintenant bien au-delà du congrès ou de l'exposition, puisqu'on travaille sur des sujets politique, puisque on a créé une coalition maintenant il y a 1 an pour justement essayer d'œuvrer et de pousser aujourd'hui nos élus à mettre en place une stratégie nationale de santé bucco-dentaire qui n'existe pas depuis maintenant pratiquement 20 ans. Et donc voilà, on a mis en place pas mal de choses pour montrer aussi l'impact de la santé bucco-dentaire dans la santé générale. On a fait une étude aussi qu'on a demandé à Asterès, qui a montré quand même que 800 millions d'euros quand même sont le coût des maladies annexes qui viennent des maladies parodontales. Donc voilà. Et donc c'est intéressant parce que globalement, il y a quand même l'UFSBD, donc le Comident, il est membre de l'ADF ou pas? Non. Vous êtes pas membre, c'est vraiment pas. Non, mais il y a vraiment que, puisque nous à l'ADF, il y a que des organes qui représentent des chirurgiens dentistes. Ok, d'accord. Mais voilà. Donc justement, c'est assez intéressant. Pourquoi le Comident qui représente des distributeurs et des fabricants, quelle est la légitimité? Et c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste pour comprendre. Non, mais t'as raison, on l'a eu plein de fois. Quand on parle aux associations de patients, c'est très spécifique, mais parce que nous, on considère en fait que nous, dans notre écosystème, il y a plein de points sur lesquels il vaut mieux travailler ensemble, comme l'innovation par exemple, comme la sécurité et la qualité. Tu parlais aujourd'hui de la sécurité et de la qualité des soins qui nous est propre. On pense que ça peut se faire comme ça, que ensemble, en fait. Tu parles par exemple, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité sociétale et environnementale. On pense que ça ne peut se faire que ensemble. Sur comment on organise aujourd'hui notre écosystème des entreprises avec les chirurgiens dentistes. Comment aussi on lie aussi les fabricants et les distributeurs à la formation. Et donc aujourd'hui, on pense que c'est beaucoup mieux en tout cas de travailler ensemble que de travailler séparément. Ok, alors ça c'est intéressant et je vais regarder ça de très près en tant que spectateur parce que tu te rends compte quand même, et c'est un sujet que j'avais abordé avec Julien Lopi, c'est que un des revirements complets si tu veux, de l'éducation ou de la formation a été lié à l'implication de l'industrie. C'est-à-dire que, en gros, moi, quand j'étais étudiant, tu rentrais dans les universités, tu rentrais dans les facs, t'achetais ton matériel. Bon, il y avait des prix préférentiels, mais les industriels n'étaient pas présents dans l'université. D'accord ? Ils ne payaient pas. Là, aujourd'hui, alors, c'est un secret pour personne, Endo Academy, on fait de la formation d'endodontie, on forme 600 personnes par an, et nous, on a vraiment pris le parti de se dégager complètement des partenariats de l'industrie. Parce que un jour où je faisais une formation, il y avait des partenaires qui étaient là, et comme on le faisait toujours, et comme ça se fait toujours pour beaucoup,
Et il y avait un praticien qui était là, et il y avait le mec qui venait avec son moteur, l'autre il mettait un deuxième moteur, etc. Et à un moment, le mec s'est énervé en disant, putain, mais j'ai payé une formation, j'ai pas payé pour qu'on vienne me vendre du matériel. Et là, pour moi, si tu veux, ça fait un déclic. Je me souviens, c'était une formation à Reims. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à Camille, écoute, on va acheter tous nos moteurs, on va acheter tout ça, et on va devenir indépendant. Et alors, ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont pouvoir dire, ouais, il avait Endoboutique. Et à ce moment-là, Endoboutique n'était absolument pas, même pas dans ma tête, ça n'existait pas. C'était vraiment cette volonté de devenir complètement indépendant vis-à-vis de l'industrie. Et aujourd'hui, si tu veux, ce qui me choque un peu dans la formation, c'est d'avoir de la formation sur un produit. Et ça, je trouve que ça devrait pas exister. Que les industriels organisent leur formation en placement produit, mais qui viennent pas appeler ça de la formation endo, formation implanto, formation, etc. Et je trouve que, tu vois, s'il y a vraiment un truc qui devrait se séparer, c'est que les industries ne devraient pas rentrer dans la formation directement. Qu'elles viennent en soutien, qu'elles viennent aider avec du matériel, mais on va pas me faire croire que quand un industriel vient organiser une formation, c'est simplement pour former les gens. Alors, entièrement d'accord, et d'ailleurs, et là, c'est pour ça que je parle vraiment au nom du Comidan. Là, au nom du Comidan, nous, notre objectif, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, pour accompagner la formation, il y a besoin, on pense que les fabricants et les distributeurs ont un vrai rôle à jouer pour accompagner en termes d'équipement, en termes de support, mais partage complètement ton point de vue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec l'ADF, on a des liens très forts sur l'exposition, mais jamais sur le congrès. Jamais. Le congrès, c'est pas notre. Non, ça je le confirme. Enfin, je le confirme parce que c'est pas notre expertise. Non, mais j'ai été plusieurs fois dans des comités d'organisation et jamais on nous a imposé un industriel. Jamais. Ça. Non, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, je peux le confirmer vu de l'extérieur. Ouais. Et puis on l'a même jamais réclamé. Enfin, on le veut pas. C'est pas notre. On n'est pas légitime là du tout. Par contre. On revient quelques années en arrière sur, j'en sais rien, bah tu vois, si on revient en endo, mais même sans endo, avec le développement du numérique, aujourd'hui il y a des formations, sans numérique c'est compliqué, bah sans l'aide aujourd'hui et l'accompagnement des entreprises pour accompagner les formations avec un certain nombre de matériel pour faire une formation globale sur des vraies procédures cliniques, sans parler de produits, bah, je pense que c'est essentiel et je pense que c'est vraiment important. Tout à fait. Voilà. Mais tu sais, moi, j'avais, il y a un moment, quand on faisait de la formation un petit peu plus diversifiée, bon, après, on s'est complètement recentré sur l'endo parce qu'on a largement de quoi faire, mais il y a un moment où les caméras arrivaient et je me dis, bon, et moi, j'avais des copains qui me disaient, putain, je sais pas laquelle choisir, est-ce que la Trio, c'est mieux que j'écoute, j'en sais rien. Et j'avais eu l'idée d'organiser une formation en faisant venir 4 ou 5 industriels. Ils ont jamais voulu venir, les mecs. Jamais. Ça s'est fait. Hein. Les seuls qui ont réussi à le faire, les seuls qui ont réussi à faire, c'est l'ADDA de Reims, de mémoire, parce que eux, ils avaient des partenaires à l'année, et les mecs ils disent de toute façon, on va le faire. Et tu vois, c'était. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est plus dans les, mœurs. Tant mieux, c'est que ça a bougé alors. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein de choses en tête où justement, il y a des soirées où il y a plusieurs systèmes qui sont présentés. Et c'est très bien, parce que de toute façon, c'est... En implanto, est-ce que tu connais une formation où il y a plusieurs systèmes implantaires? Ouais, pacte implant. Ah ouais? Pacte implant. Alors, je m'excuse pour avoir cité celle-là, c'est pas que je veux pas citer les autres, mais j'ai répondu du tac au tac parce que je la connais bien. Et il y a 3 ou 4, si je me trompe pas, alors 3 ou 4 différents systèmes implantaires à la même formation. Ok. Et c'est une vraie formation pratique. Donc, il y a une bonne réputation en plus. Ouais, avec des super chirurgiens. Et il y a plusieurs systèmes implantaires, en tout cas, et c'est exactement la même formation. Hein. Et de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, parce que comme tu le dis, aujourd'hui, les praticiens, d'aller chercher une formation que pour un produit ou un type d'implant, je pense que ça les intéresse moins. Ah non, ça les intéresse pas. Enfin, alors surtout si tu veux, encore en implantologie, alors je me trompe peut-être, hein, mais ça reste très technique, c'est-à-dire que c'est une succession je parle pas de l'indication, mais une fois que tu vas mettre l'implant, quelque part, c'est reproductible d'un système à un autre, c'est vraiment tout est dans l'instrument, en gros. Une fois que tu as posé t'as fait ton lambeau, une fois que ton forage, c'est une succession de trucs.
En endo, l'instrument, lui, il fait 10%. Mmh. Donc, si tu veux, quand les gens viennent se former en endo, ils viennent se former vraiment assez comment je peux éviter mes galères. Tu Mmh. vois. Et sur des cas simples, en implanto, tu vas avoir les cas simples, les cas compliqués, les cas moyens, les cas machin. Et en gros, que le mec, enfin, je sais pas, je fais pas de formation d'implanto, mais face à une crête qui fait 4 mm de largeur, tu as 20 mm de hauteur, je suis pas sûr que tu as un système qui soit plus performant qu'un autre. Là, c'est pas. Sur un cas avec beaucoup d'os, t'as Hmm. raison. Mais là, effectivement, et je pense qu'après, c'est effectivement d'analyser les cas, on va dire, faciles, et effectivement, parce que quand ça devient compliqué, là, par contre, le choix de l'implant Choix de euh, l'implant, voilà. Mais de la même est façon qu'en important, endo. De la même façon qu'en endo, si tu as un canal qui est très fin et très courbe, le choix de l'instrument va être. est clé, bien Tu vois. sûr. Et nous, enfin, chez Endo Academy, on a deux types de formation. On a la formation de l'omnipraticien qui veut vraiment retrouver un petit peu de sérénité, mais la SFE fait la même chose. La SOP a cette même approche sur sa formation. C'est globalement, quel que soit l'instrument, et même chez nous, on encourage les gens à venir avec leur système. Tu vois, en Mm. leur disant, le problème n'est pas dans l'instrument. Le problème, il est dans l'instrument. Quand le problème devient dans l'instrument, c'est que vraiment, tu es sur des cas compliqués. Et à ce moment-là, on est sur notre formation de DU de 2 ans. Et voilà. Et je trouve que les formations qui sont où il y a des partenaires payants, il y a un moment donné où il y a un double jeu, quoi. Il y a un double jeu. Ouais. Alors, t'as raison, mais moi, je le vois de moins en moins, en tout cas, ou je le ressens de moins en moins. Enfin, en tout cas, nous, dans nos liens, en tout cas, comidants, en fait, on rentre jamais de toute façon dans le produit et effectivement, on est plus pour essayer de représenter justement les problématiques des fabricants et des distributeurs français pour voilà s'assurer globalement que tout l'écosystème en tout cas puisse avancer de la meilleure des manières. Ok. Bon, mais écoute, super. Merci, Olivier. On a fait pas mal de tours. Alors, juste avant de partir, mes questions un petit peu, mes questions un petit peu habituelles, c'est si tu devais conseiller un jeune qui qui est embauché par Dentsply, enfin peut-être pas chez Dentsply, mais voilà, qui réintègre une jeune boîte en tant que VRP, et qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il progresse quel conseil tu lui donnerais de ce que tu as vécu toi, que tu voudrais pas revivre ou que tu voudrais revivre, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il avance? Moi, je lui dirais en tout cas de se former à fond et de bien comprendre son écosystème, parce que je pense que ouais, je pense que c'est clé et le conseil en tout cas, c'est que c'est de vivre en tout cas chaque expérience à 200%, sans penser à la suite. Et moi, je crois que si j'ai un conseil à donner, c'est de pas regarder l'étape d'après, mais c'est déjà de remplir celle qu'on est en train de faire. Et moi, je crois que c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, et je pense que ça m'a plutôt pas mal réussi. Hmm. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase que m'avait dit Willy, que lui avait dit un Américain. Parce que tu sais, souvent on dit ouais, mais le mec il a eu de la chance. Il dit la chance, c'est d'être prêt au bon moment. Et je trouve que c'est, tu Ah, vois, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est concentre-toi sur ce que tu fais avec une ligne de mire, peut-être à long terme ou machin, mais de toute façon, les choses viendront. Et en général, elles viennent plus facilement quand tu les cherches pas que quand tu cherches à ce qu'elles arrivent. exactement, c'est vrai. Et sincèrement, j'ai jamais demandé une évolution. Non, mais elles sont venues. Voilà. Alors je sais, on discutait en off parce que tu es un coureur invétéré, hein, tu fais des ultras, etc. Tu écoutes beaucoup de podcasts. Est-ce que je pense que tu as plus de temps d'écouter des podcasts que de lire des livres ou des choses comme ça, mais est-ce que tu aurais un podcast ou une lecture à recommander? Bah alors, en tout cas, je vais dire une lecture parce que je pense que c'est une lecture que j'ai eue dans cette période un peu de transition. C'était Plus jamais sans moi, que tu dois Ok. peut-être connaître de Non, mots je connais pas. d'emploi. Parce que bah, c'est un lien aussi avec le trail. Justement, c'est une avocate qui est embauchée dans un cabinet. Et en fait, sa période d'essai, c'est de faire le chemin des pèlerins de Compostelle. Et Ok. ils lui ont dit, si tu le fais, eh ben on T'embauches. t'embauche. Et le livre est quand même juste incroyable parce que on se retrouve avec soi-même et j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais en courant. Et d'ailleurs, elle a écrit plein d'autres livres comme Kilomètre Zéro, comme Respire, cet auteur que j'ai
tous lus, parce que quand j'aime bien quelqu'un, Mmh. un écrivain, moi je lis tous les livres. Et donc oui, non, je les ai tous lus. Et puis ça m'a donné effectivement d'aller envie de courir sur ce chemin. Et effectivement, ce qu'on se racontait en off, c'est ce que j'ai fait le week-end dernier. J'avais fait le petit de 85 l'année dernière, j'ai fait le gros de 135 cette année sur l'un des chemins des pèlerins de Compostelle. Et effectivement, je repense toujours à ce livre parce que c'est une vraie leçon d'humilité. Mmh, Euh, mmh, mmh. dans ces cabinets, grands cabinets d'avocats parisiens, voilà, où tout brille, où la concurrence, voilà, il y a plein de choses. Et quand on se retrouve vraiment face à soi-même et voilà, face à on va dire à la vraie vie, Ouais. voilà, on voit que finalement on n'est pas grand-chose et que l'humilité, c'est sûrement l'une des choses les plus importantes du monde à avoir. Ok, eh ben écoute, je note et j'irai lire sur ma tablette plus jamais sûrement en espérant qu'il est pas épuisé. Si ça fait Non, non, quelques non, mais années. je pense Ouais, qu'il est c'est vrai que très lu, il est très lu maintenant et c'est ouais, c'est quelqu'un qui est très lu. Mais oui, je OK. t'encourage à le lire. Eh ben écoute, c'est noté. Merci, en tout cas. Je savais que j'avais passé un bon moment. J'ai des nouvelles de toi de temps en temps par Willis, que je sais que vous allez déjeuner ensemble de temps en temps et Exactement. voilà, on a passé un bon moment et je te souhaite plein de réussite dans ton parce que maintenant tu es entrepreneur et donc tu travailles aussi un peu pour toi. Tu vas voir que c'est mieux que de travailler pour des actions et heu et je te souhaite tout plein de réussite et je suis persuadé qu'on se retrouvera, par-delà des allées ou peut-être pas l'international, mais au moins en France. Avec Voilà, grand et ben plaisir. écoute, très bonne continuation. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés et puis, voilà, si vous voulez courir, appelez-le parce il a quelques bons filons et à 48 ans, se taper 130 bornes, avec 9000 de dénivelé, moi je tire mon chapeau. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir. Ciao, merci.